Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire le récap, le débrief de l'UFC 317 qui a eu lieu à la T-Mobile Arena ce week-end dans la nuit du 28 au 29 juin. On va parler de la main card de cette UFC. Alors moi je parlerai de toute la main card, toi des combats que tu as pu voir. T'as pas pu tout voir, il y a deux combats qui sont passés sous tes radars, mais c'est pas grave, on va essayer de rattraper ça quand même. Un UFC qui était l'UFC de l'International Fight Week, un UFC qui a tenu toutes ses promesses. On sait que c'est la carte, on va dire, principale de l'année, l'International Fight Week, et pour le coup, elle a été réussie. Déjà sur, en tout cas pour la main card, ça a été réussi. Alors certes, il y en a qui ont un peu râlé parce qu'il n'y a pas eu que des finishes. À ce qui paraît, il y a eu beaucoup plus de finishes, tu sais. En carte préliminaire plutôt qu'en main card, mais c'est pas grave parce que les combats ils étaient vraiment très intéressants, et donc voilà, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire, et franchement c'était un plaisir de rester éveillé pour regarder cette carte. Ouais, moi je suis pas. Des fois même, je préfère quand les combats durent. Quand c'est des combats de qualité, c'est même mieux parce que tu prends plus de plaisir en fait. Oui, ouais, je suis d'accord. Oui, quand il y a de la technique, quand il se passe, en fait, quand il se passe quelque chose, c'est vrai que c'est plus intéressant quand il y a des choses à analyser, quoi, quand il y a des choses à voir. Donc c'est vrai que c'est mieux comme ça. Je suis d'accord avec toi. Bah là pour le coup, on a été gâtés. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du détail, on va parler d'Import Fight, notre partenaire du moment. Ce site de matériel de sport de combat, MMA, boxe, grappling, avec des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Corner Primo ou Hit and Move. Ces marques-là sont des marques de qualité, sont des marques esthétiques qui sponsorisent de nombreux champions, les nombreux champions. Comme Alex Pereira, tu vois, je me suis perdu tout seul. Alex Pereira, Belal Mohamed, Anthony Pettis, notamment pour Corner. Donc voilà, c'est des marques qui sont réputées. Vous allez voir surtout avec Corner pas mal de combattants justement de MMA aux États-Unis qui utilisent cette marque. Donc voilà, n'hésitez pas. Tout se passe sur le lien en description, bien sûr, le site est sur ce lien. Avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Donc si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, c'est sur Import Fight que ça se passe. Et on va commencer assez rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette carte. On va commencer avec Peyton Talbot contre Philippe Lima que tu n'as pas vu pour le coup. Donc Ouais. Peyton Talbot que tu connais, parce qu'on le connaît tous, hein. Tous les Français connaissent Peyton Talbot. C'est un peu notre épouvantail à nous, parce qu'il avait éteint un Gemuri en quelques secondes. Donc voilà, lui il avait marqué son nom tu sais, au fer rouge sur le public français. Dans le MMA français, ouais. Il sortait d'une défaite d'ailleurs, Talbot. J'ai pas entendu, pardon. Il sort d'une défaite là, Talbot. Il sort d'une défaite effectivement puisqu'il s'était fait avoir avec la lutte de son adversaire justement, il s'était fait contrôler en lutte et il avait promis de travailler le sujet et ça a été le cas. Ça a été le cas parce qu'on l'a vu dans ce combat-là, on a vu qu'il a mis un accent justement sur la lutte et sur les défenses de lutte. Donc c'est plutôt intéressant. Le combat, pour moi en deux temporalités. On a un Lima qui dans un premier temps a donné tout ce qu'il pouvait. Vraiment, il a mis un rythme de fou dans le round 1 avec avec beaucoup de coups. Enfin, tu sais, il a tout lancé. Surtout de gros crochets larges avec des gauches-droites qui touchaient très bien. En fait, il a eu beaucoup de réussite avec un gauche-droite qu'il a reproduit, tu sais, dans le combat où il touchait durement justement Talbot. Il y a même un moment où tu sais il était pas sonné, mais tu te dis, il faut pas qu'il en prenne 12 000 comme ça non plus, parce qu'au bout d'un moment, ça peut tomber. Tu sais, tu voyais quand même qu'il, tu sais, il avait le visage qui avait un peu de douleur, tu vois, quand il les prenait. Donc, en fait, il y avait ce rythme, ce gros rythme, tu vois, qui avait été mis par Lima, et surtout un Lima qui a shooté aussi très vite dès le premier round, parce que bah, il y a un blueprint, hein. Tu vois, tu perds le combat avec la lutte sur le combat précédent, donc forcément, sur le combat d'après, bah tu fais quoi? Tu te dis, il y a quelque chose à travailler là-dessus, on y va, on va lutter. Et donc il a shooté, mais Talbot se relevait assez facilement, entre guillemets, mais en tout cas, il avait la technique pour se relever. Bien sûr, Lima ne le lâchait pas, notamment dans le round 1 avec une ceinture, enfin ses ceintures arrière, il l'a arraché ensuite. Mais Talbot, il a montré qu'il était assez bon dans les scrambles.
pour le coup, et on se retrouvait dans des situations un peu particulières. Alors moi, tu sais, quand tu regardes ça, Lima s'est retrouvé par exemple dès le round 1, tu sais, dans une garde inversée. Je sais pas si ça te parle quand je parle de Ouais, garde ouais, ouais. inversée, c'est-à-dire que ouais, il prend, il met ses jambes autour de Talbot, mais il est dos à lui, tu vois. Ouais, une Et sorte de ça, montée c'est à l'envers. ouais, une sorte de montée à l'envers, mais t'es en dessous. Ouais, 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 je vois. C'est la Tu merde. vois là, tu vois un peu l'idée? C'est la merde, ces positions, parce que tu sais jamais comment sortir sans exposer quelque chose, en fait. Ben, c'est exactement ça, c'est une garde qui est très utilisée en ce moment. Moi-même, alors je l'utilisais il y a longtemps un peu comme ça, hein, tu sais, instinctivement, et puis tu vois qu'elle est là, elle est devenue une garde aujourd'hui. Tu la vois dans le grappling, dans le jiu-jitsu brésilien. Donc je me suis remis à l'utiliser un petit peu. Et j'aime bien cette garde parce qu'effectivement, tu ne t'exposes pas quand t'es dedans. Tu sais, c'est-à-dire que tes jambes, elles sont croisées derrière l'adversaire, donc tes pieds sont pas du tout accessibles pour ton adversaire. Par contre, lui, ses jambes sont très accessibles. C'est-à-dire que tu as la possibilité de venir attaquer des kimura de cheville ou des clés, ou enfin clés de genou un peu moins, mais au moins des kimura de cheville, tu vois. Et donc tu la retrouves, je crois même qu'elle a été utilisée au TUF, tu sais, au Road to the Title. Je crois que dans un ou deux combats, je l'ai vu cette garde inversée. Et c'est plutôt intéressant parce que même en MMA, finalement, alors tu sais, c'est un truc, là pour le coup, c'était de la survie, hein. Il a mis ses jambes autour de Talbot parce qu'il y avait le scramble. Mais même en MMA, finalement, tu prends pas vraiment de risque parce que ta tête, elle est loin de toute frappe potentielle. Tu sais, donc c'est pas comme quand t'attaques les jambes et que tu te retrouves en dessous et que tu t'exposes, tu sais, à des coups de poing marteau ou à des frappes descendantes. Là, pour le coup, t'es assez loin, donc tu crains pas grand chose en soi. Et puis c'est toi qui es maître du fait de pouvoir partir et t'enfuir si jamais t'as besoin. Donc c'est plutôt intéressant comme garde. Tu vois, c'est une garde qui peut être exploitée pour le coup. Et donc ouais, un gros rythme avec un Talbot qui arrive à sortir quand même de cette garde, qui se relève, il tente un crochetage, mais Lima contre et passe la garde. Il va chercher le dos, Talbot se relève. Enfin, tu vois, il y a pas mal en fait dans ce round là, il se passe beaucoup de choses en boxe, il se passe beaucoup de choses au sol avec beaucoup de scramble, mais c'est surtout Lima en fait qui met le rythme. On sent que Talbot il gère, mais il est dans le, enfin tu vois, il survit, mais il est dans le, tu sais, dans la réaction plutôt que dans la proaction, tu vois. Ouais. Donc, Et donc le premier je round, il donne va à ce round à Lima. Lima. Comment? Le premier round, il va à Lima. Et le premier round, il est à Lima, exactement. Je t'entends très mal, je tiens à te le dire, c'est pour le coup. J'espère que ça rendra mieux sur la bande, mais je n'ai pas de doute là-dessus. Euh, et après, tu vois, t'as le bot, et c'est là où j'aime bien le combattant. Enfin, tu vois, j'aime bien parce il a su donc laisser passer l'orage, et après, par la suite, tu sais, se revenir petit à petit dans le combat. Et plus il revenait, enfin c'était corrélé avec le fait que Lima avait son énergie, tu vois, qui descendait. Tu vois, forcément, il a tellement donné, il a tellement fait une débauche d'énergie dans le premier round que après, bah forcément, bah t'en as moins. Et Talbot, il a su exploiter ça. Donc lui, il a su conserver son énergie quand même sur les trois rounds. Tu vois, ça c'est plutôt intéressant en termes de cardio pour la suite. Tu vois, il a fait les trois rounds assez facilement. Et Talbot, il s'est mis donc à plus cadrer, plus toucher. Même si dans le 32 il continue à prendre un peu cette gauche-droite, tu vois, qui cogne dur, mais pour le coup, il est un peu plus, il est un peu plus dominant sur les échanges et même sur la lutte, puisque là, tu vois, t'as Lima qui shoot, qui prend le single leg, qui arrive à faucher, mais c'est Talbot qui reste dessus. Tu vois, il arrive à conserver la position et à envoyer son grand endpoint, tu vois. Même si ça finit par se relever, tu vois, tu sens que là, c'est lui qui prend l'ascendant. D'ailleurs, je le note, tu vois, la ligne d'après. Talbot commence à prendre l'ascendant sur Lima qui shoot, mais c'est contré et Talbot reste au-dessus dans la demi-garde, plus grand endpoint, tu vois. Il prend le lead du combat petit à petit dans tous les domaines. Ce que j'ai aimé dans ce round 2, c'est le petit truc, tu sais, Lima qui sent, comme d'habitude, hein, qui sent que le combat commence à lui échapper, qui envoie un coup de coude retourné. Donc, on le sait, quand t'as plus de solution, t'envoies le coup de coude retourné. Et derrière, juste derrière, t'as Talbot qui envoie le coup de pied retourné. Donc là, j'ai bien aimé cette phase, tu sais. Tu m'envoies un coup de coude retourné, je t'envoie un coup de pied retourné. Y a pas de problème. On y va. On relance. Donc c'était plutôt cool. Euh, donc,
Et donc voilà, et après ça continue avec un Talbot qui est au-dessus, qui gagne pour moi le round 2, et derrière Talbot dans le round 3 il va commencer à sortir beaucoup plus de kicks, il va reprendre vraiment complètement le lead en boxe, donc voilà, Lima qui va essayer de prendre le single leg, qui va amener Talbot et qui va se relever. Énorme coup de pierre. Ah oui, magnifique. On parlait de coup de pierre tourné juste avant. Énorme coup de pierre tourné de Talbot dans le round 3. Franchement, magnifique. Tu sens là où on retrouve le Talbot, tu sais, qui est létal et qui arrive à trouver des angles et à toucher dur, tu sais, en boxe. Là, il le prend dans sa course. Tu sais, il est en train de sortir. Il est en train de couper l'angle et directement il envoie le coup de pierre tourné qui touche à la tempe. Ça le fait pas tomber, hein. Mais ça sent la précision. Tu vois, la précision de frappe en round 3, mettre un coup de pied retourné comme ça, avec cette précision, Ouais. tu sais, ça en dit long sur le cardio de la personne et sur sa lucidité sur le long terme, tu Ouais, vois. puis on sait que visuellement, Et même pour les juges, tu vois, pour les juges, un coup de pied retourné, c'est quelque chose de marquant. y a c'est pas que pour Lima. Pour Lima aussi c'était marquant, mais il a vu la marque qu'après le combat lui, dans le miroir. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est marquant. C'est le genre de choses qui te font gagner un round, hein, tu vois, ce genre de frappe. On le sait, on l'a dit, et tu vois, quand c'est serré, une frappe de cette envergure, ça te donne un petit scoring en plus. Là, pour le coup, c'était pas serré. Vraiment, c'est la boxe, elle est à sens unique, hein. Là, je le note, hein, tu vois, je marque le coup de pied retourné et je marque Talbot qui boxe à sens unique. Donc Lima qui shoot, avec Talbot qui le sprawl, qui prend la montée. Et Lima qui reprend cette garde inversée, qui arrive à reprendre cette garde inversée. Donc 2 fois, elle a pris cette garde inversée. Donc je pense que c'est quelque chose quand même qui n'est pas qu'un coup de chance à chaque fois, ou tu vois, c'est quelque chose qui cherche véritablement. Et Talbot qui sort, qui arrive à sortir une nouvelle fois de cette garde, qui renvoie le grand endpoint. Donc ça aussi, hein, tu sais, tu l'as dit, c'est une garde quand t'es dedans, t'es un peu en galère. Les 2 fois, Talbot est sorti, donc ça montre aussi son travail. Il a mis vraiment, tu sens que, tu vois, c'est un mec talentueux, mais tu sens que c'est un mec qui apprend de ses erreurs et qui cherche à les corriger. Tu vois, il a progressé dessus, et Bah, c'est ce qu'il a fait là entre les 2 combats. c'était le point le plus important du combat, en fait. Parce que Talbot, on le mettait dans les prospects. On a vu un chemin de victoire contre lui. S'il gommait pas ça tout de suite, c'était fini. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc, pour moi, il prend le round et il prend la victoire décision unanime, 29-28 x 3. Ça colle avec le scoring que j'avais mis. Donc ouais, non, c'est pas mal et voilà, il renoue avec la victoire. Écoute, à suivre hein, pour la suite. Hein, Talbot, c'est un combattant quand même qu'on a envie de suivre. Maintenant, j'attends de voir. Tu vois, je suis pas dans un train encore. Tu vois, je suis vraiment, voilà, il a du talent, il a une belle boxe, il commence à comprendre comment stopper la lutte et comment sortir au sol. Il a des bons scrambles. Tu sens qu'il est intelligent, tu vois. Donc ça c'est bien. Maintenant, bon, voilà, faut attendre. Et puis il a une maturité. Enfin, on l'a vu, tu vois, il est resté calme entre le premier et le deuxième round. Enfin, avec le premier round qui était clairement pas à sa main, où il a pris de grosses frappes. Écoute, pour le coup, écoute, je suis satisfait de ce combat, mais j'attends de voir la suite. Mais par contre, c'est un combattant à suivre. Ouais. Ok. En tout cas, et pour une chose, tu vois, il a eu une défaite, mais l'UFC lui fait suffisamment confiance pour le mettre sur un UFC numéroté de cet acabit en main card. Bien qu'il sorte d'une défaite. Tu vois, tu sens que l'UFC parie sur lui, par contre. Ouais, il est de quelle origine Talbot? Il est américain? Ouais, ouais. Donc c'est cool. Espérons que la confiance paye, pas comme comme avec un certain Bonical. On enchaîne avec le deuxième combat de cette main card et celui-ci tu l'as vu et je savais que t'allais le voir parce que c'est un combat qu'on attendait énormément. C'est Benel Dariush contre Renato Moicano. Écoute, je suis plutôt satisfait de ce combat. Je suis plutôt satisfait parce qu'il y a eu tout ce que je voulais de ce combat. Il y a eu tout ce que je voulais. Il y a eu du sol, il y a eu de la boxe, il y a eu des réponses sur le mental de l'un, de l'autre, enfin mental entre guillemets. Hein. Ça donne pas plus pour la suite, mais pour moi, l'ordre a été respecté. Tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce genre de combat on peut dire de vétérans, hein, parce que les deux, je les vois pas aller plus haut. Ça me dérange pas. Tu sens que techniquement, ils sont encore très au point. Mhm. C'est sur le physique où c'est compliqué, sur aussi le fait de prendre les coups. Tu sens que c'est difficile côté Darius, par exemple. Tu sens qu'il faut pas en prendre beaucoup. Ouais, Mais ouais. techniquement,
C'est, ça reste du très bon niveau, du très très haut niveau. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et tu vois, on avait enfin, j'écoutais, tu vois, pas mal d'analystes qui parlaient de ce combat-là. Il y avait beaucoup de questionnements sur Darius, le fait que, tu sais, il soit au port de la retraite, qu'il parlait, tu sais, il parle de plus en plus de sa retraite et qu'il continue à combattre quand même, comme s'il voulait finir son contrat. Et qu'on se demandait, tu vois, s'il allait, dans quel état il allait aborder ce combat-là. Bah, force est de constater que quand tu prends dès le début du combat, c'est lui qui aborde le combat avec l'envie d'aller scorer, parce qu'il envoie beaucoup de kicks. Là, je trouvais ça très intelligent, tu vois, d'envoyer high kick tout de suite, tu vois, donc des kicks, low kick, tu vois, le middle kick, low kick. Ce que j'ai aimé, c'est sur le premier kick aussi, le premier high kick de Moïcano, tu vois, qui est Le saisi, cap, tu le sais, cap, et qui est il mène le chassé coup. par Darius. Ouais. Hmm. Il est remis dans low kick derrière. Et remise en low kick derrière, tu vois, j'ai beaucoup aimé, tu vois, techniquement, tu vois, on parle de son niveau de sol, on parle de son niveau de lutte, mais son niveau de striking, il est pas mal non plus à Darius, hein. On va pas se mentir. Non, non, c'est franchement, s'il avait un meilleur menton, qu'il a eu par le passé, hein, mais là, tu sens qu'il ne l'a plus, c'est très intéressant, Darius. Darius, malheureusement, l'âge a fait son temps, tu vois, le train est passé. Je pense que les gros combats qu'on voulait voir avec Darius, malheureusement, on les a pas eu. Et c'est trop Non. tard pour les avoir. Tu vois, c'est un peu une carrière un peu gâchée, je trouve, Darius. Il a pas eu les combats qu'il méritait. Donc, dommage. Ouais, je suis d'accord. Ouais, l'UFC n'a pas du tout parié sur lui et c'est dommage parce que ça nous a privé de un peu comme un Demian Maia, hein, tu sais, de combats qu'on aurait voulu voir. Tu vois, moi, Demian Maia, c'est pareil, il a un peu ils l'ont fait traîner, tu vois. Alors on a vu des beaux combats, mais on voyait qu'ils avaient pas à cœur de le pousser. Darius, c'est un peu la même chose, quoi. Encore pire. Encore pire. Parce que Demian Maia, il a quand même combattu contre des gros, gros noms. Il a combattu pour la ceinture Demian Maia. Ouais, 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 ouais. Ouais, mais c'est parce que Darius, il s'est pris les pieds dans le tapis au moment où ça aurait pu être le cas, tu vois. Ouais, et puis il y a eu Parce pas que mal de Demian Maia, blessures. ils l'ont fait combattre pour la ceinture très tardivement, hein, Demian Maia, hein. Ouais, 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 ouais. Mais Darius, il y a aussi pas mal de blessures qui l'ont freiné. Oui. Parce que tu prends le combat contre Tsaroukian, s'il fait un meilleur combat, tu vois, enfin, s'il prend pas le KO rapide, tu vois, potentiellement, c'est lui qui combattait pour la ceinture derrière, Ouais. tu vois. Bref, en tout cas, on voit un Moïcano qui voit qu'en boxe c'est compliqué, donc il va tenter sa chance avec la lutte. Il shoot dans le round 1. C'est géré très facilement. Enfin, là, tu comprends qu'en lutte, par contre, il y a un monde d'écart. Autant au sol, ça se vaut. Enfin, ça se vaut. On sent que Darius est meilleur, mais il y a du répondant. Mais autant en lutte, non, c'est impossible d'aller le chercher. Si tu veux le faire tomber, t'as pas d'autre choix que de le mettre KO pour le faire tomber, quoi. Mais donne. Parce que dès que ça shoot, tu vois que c'est impossible d'aller l'amener, quoi. Ouais, non, c'est vraiment fort. De toute façon, à partir du moment où il est resté debout contre Gamrot, Gamrot n'a pas réussi à l'amener. Il y avait quasi aucune chance pour que Moïcano l'amène. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, et pour moi, tous les échanges, en fait, finalement, ils étaient presque à la faveur de Darius, hein, parce que tu vois, le high kick middle, échange à mi-distance, c'est à l'avantage de Darius. Mais, il y a eu un gauche-droite, surtout la grosse droite de Moïcano, qui met down Darius. Et t'as Moïcano qui arrive à suivre au sol, qui va essayer de lui prendre le dos, mais Darius, bah, forcément, il réagit, parce que non, Darius tombe au sol. Il vient chercher la jambe, il s'accroche à la jambe. Un peu comme ce qu'avait fait Topuria justement contre Jay Herbert. Parce que là, Ouais. on était sur le sujet, tu vois, donc voilà. Moïcano gère bien, il va chercher le dos. C'est géré scramble de la part de Darius. On voit qu'il est encore dans la boîte, mais c'est géré assez facilement, hein, tu vois, il réagit très bien, il défend très bien. Ses automatismes, ils sont très bons. On sait qu'il est très fort au sol. Malgré ça, maintenant, les juges vont donner le round à Moïcano. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Écoute, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ça justifie le fait de donner le round parce que c'est vrai qu'il a été dominé tout le round. C'est sur les 30 dernières secondes, je crois qu'il le médonne. Tout à Maintenant, fait. si c'est vrai que si on prend sur la dangerosité, celui qui est pas assez loin, qui est pas passé loin du finish, c'est Moïcano. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, tu sais, je l'ai mis sur Twitter.
Je dis, enfin, tu sais, cet automatisme aujourd'hui, tu sais, d'une frappe un peu lourde, enfin, tu vois, qui te met down. Il y a un down, hein. Il y a pas, c'est pas un déséquilibre, c'est un down. C'est vrai, c'est une réalité. Te donne automatiquement le round. J'ai un peu de mal. Tu sais, ça me fait penser à l'époque où tu scorais un takedown et t'avais automatiquement le round. Tu vois, parce qu'on disait que scorer un takedown c'était dur. Maintenant, mettre un down c'est plus dur. Donc dès que tu mets un down, c'est que tu gagnes le round. Alors que tu t'es fait dominer pendant 4 minutes 30 et pour 30 secondes, tu vois, tu vas remporter le round. Alors, j'ai débattu avec Aldric Cassata sur Twitter là-dessus parce qu'il en a parlé. Il dit voilà, j'ai bien aimé sa tournure de phrase. Alors je précise encore une fois, hein, on ne se connaît pas parce que ça y est, on va encore me dire bah tu vois la dernière fois quand on te dit Maede Cassata, non je le connais pas, on se connaît pas. On a juste là, j'ai vu passer sur Twitter. On était sur Twitter de nuit, UFC. Il met ce down a permis à Moïcano de voler le round. J'ai aimé le terme voler le round parce que tu sais c'est un peu ça en dit long, tu vois, c'est ça en dit long parce que c'est pas Rolly qui tombe, c'est son téléphone. On dirait que t'es donc j'ai aimé ce terme Rolly Moïcano qui a volé le round parce que c'est vrai. Pour le coup, s'il doit être donné à Moïcano, c'est une réalité. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit qu'est-ce que tu penses de ma théorie d'automatisme, enfin tu sais sur le fait que pour moi, enfin ça justifie pas forcément quand t'as vraiment été dominé jusqu'au bout. Tu vois, de juste un seul down, tu vois, ça, est-ce que ça suffit pour donner le round? Moi, je le donne à Darius, hein, personnellement, ce round. On en a débattu. Il a fini par me dire que finalement, c'est ta responsabilité défensive qui a été ébranlée, tu vois, dans ce cas-là. Donc c'est que t'as fait une faute de défense qui Ouais. fait que derrière t'as pris ton down. Je suis ok avec cette idée. Ok. Maintenant la responsabilité défensive elle est dans plusieurs aspects pour moi. Enfin il y a plusieurs temporalités. C'est oui t'en as pris une. Moi le canon on sait qu'il frappe fort. C'est pour ça que Makhachev il a pas non plus il est pas resté non plus très longtemps debout avec lui. Il frappe fort. C'est une réalité. Maintenant, la responsabilité défensive, elle est aussi quand tu remontes, quand tu vas chercher la lutte et que derrière tu réagis très vite. C'est-à-dire que c'est du MMA pour moi, la défense, elle est sous plusieurs aspects. T'as premier barrage, t'as pris ta droite, t'es tombé. Deuxième barrage, c'est comment tu réagis suite à ta droite. Comment tu vas faire pour te mettre en sécurité derrière et en plus de ça, faire en sorte que derrière, parce que on parle du fait que t'es pas loin de finir le fight, pour moi, pas loin de finir le fight, ça veut dire que derrière, t'as enchaîné de telle manière que le gong t'a sauvé, par exemple. Ou que, à un moment, tu vois, t'as pris la foudre et que t'as réussi à te sauver, mais tu vois, il y a eu un moment où vraiment tout le monde y a cru. Là, on a tous fait, oh! Et après, ouais, bon, c'est géré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que Ouais, le seul wow te donne le round, tu vois? je vois ce que tu veux dire et je comprends aussi l'autre point de vue. Moi, perso, comme je suis, finalement, je suis habitué à ce genre de situation à force de les voir. Automatiquement, j'ai donné le rang à Moïcano. Mais j'ai pas cherché à comprendre. Mais je comprends ta vision. Parce que oui, c'est vrai que tu domines 4 minutes 30. Tu prends un down, ok, mais finalement, il était pas sonné. Parce que sa réaction nous prouve qu'il était pas sonné. Bah ouais. Bah c'est ça en fait moi c'est que j'essaye d'aller un peu plus loin c'est en fait bah tu me connais j'aime pas être dans le ouais c'est comme ça on est habitué alors vas-y tu sais c'est pour tous les sujets toi tu commences à me connaître tu sais, mais oui mais alors allons plus loin débattons les amis bon là ils ont pas le temps de débattre ce qui est bien c'est que pendant qu'on en débattait justement tu sais il y a eu le down d'un combat que t'as pas vu mais de Joshua Van contre Brandon Royval et là, j'ai dit, bon, là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Tu vois, là, pour le coup, sur ce down-là, on en parlera tout à l'heure, il y a zéro doute. Zéro doute. Tu vois, tu te dis, ok, là, il était pas loin de le finir. Là, je dis, ok, il gagne le round sans problème. Mais, tu vois, le problème que j'ai, c'est qu'il n'y a plus d'interprétation de la globalité. Tu sais, je veux bien, on ne juge pas sur la globalité d'un combat. Ok, on juge round par round. Mais le problème, c'est quand on ne juge pas sur la globalité d'un round. C'est-à-dire, une action efface tout. Là, c'est là où j'ai du mal. C'est là où j'ai du mal avec ça parce que la domination elle était claire pour Darius sur ce round. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien, elle va être claire sur le reste du combat. C'est-à-dire que si tu fais un scoring sur tout le combat, il y a 30 secondes fortes pour Moïcano. Tout le reste du combat, il est au crédit de Darius. En fait, je suis d'accord avec toi, mais on parle souvent
de rendre plus lisible le scoring. Et si on en vient à devoir mettre le knockdown à l'interprétation des juges, est-ce qu'il est vraiment sonné, quel impact ça a eu, etc., ça va devenir très compliqué. Alors que là, tout le monde est au courant, Mmh. tout le monde le sait, les combattants le savent. Tu prends un down, tu perds le round. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est, alors, là où je peux être d'accord, c'est que c'est ce que je me suis dit après, tu vois. C'est que, en boxe, tu prends un down, tu te fais compter, tu perds le round. C'est ça. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais le truc, c'est qu'en boxe, tu te fais compter. Le combat s'arrête. On te met. On fait un compte de 8 minimum, tu vois. Ouais, ouais. Là, il y a une continuité d'action. Tu vois, c'est là où je me dis, bon, c'est à l'interprétation, tu vois, mais j'entends, hein, tu sais, quand je dis ça, je chipote, tu me connais, j'aime bien chipoter. D'ailleurs, tous ceux qui écoutent savent que j'aime bien aller titiller la Les règle instances. écrite. Enfin, tu vois, j'aime bien faire chier, en fait. C'est comme ça, j'aime bien faire chier le monde. Mais c'est bien parce que ça fait du débat. Tu vois, j'aime bien débattre, tu vois, donc, mais pour le coup, ça s'entend. En fait, moi, tu sais, mais ça, c'est valable pour tout. J'aime pas le blanc et le noir, tu vois. Voyez pas du racisme là-dedans, c'est que j'aime la nuance. J'aime vivre dans le gris. Tu vois, j'aime vivre dans le gris. Tu vois, tu sais, quand tu connais ma phrase, quand la nuance n'a plus sa place, la réalité des idiots s'impose. J'ai inventé cette phrase il y a presque un an maintenant, et franchement, j'aime beaucoup cette phrase, tu vois. C'est parce qu'on est toujours dans le choix de blanc ou noir. Tu vois, moi j'aime bien les nuances, moi. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Bref, passons. Mais ce débat était intéressant. C'était très intéressant. Donc, merci à Kasata d'avoir débattu là-dessus. C'était très drôle. Mais surtout, en plus, quoi, tu sais, à la lumière du combat d'après, où là, bon, il y avait plus de débat. Euh, Round 2, bah Darius, tu sens que... Alors tu vois, j'ai trouvé qu'il était dans la boîte quand il est rentré dans le... Je sais pas ce que t'en penses, hein. Il était dans la boîte encore quand il rentre dans son coin, hein. Mais Ouais. dès l'entame du round 2, on sent qu'il a récupéré et tu sens qu'il va pas laisser la possibilité à Moïcano de revenir dans cette situation. Tout de suite, il va commencer fort et il va forcer Moïcano. En fait, il va tellement commencer fort qu'il va forcer Moïcano à shooter avec un crochetage, mais Darius, comme d'habitude, va contrer, et il va tomber dans la papillon de Moïcano, qui se relève, et Darius qui le ceinture pour l'amener, qui vise le dos. Tu vois, j'aime bien parce que il y a vraiment c'est là où on voit que le niveau, certes, légèrement plus élevé pour Darius, mais il y a du répondant de Moïcano, ce qui fait que ça nous donne des situations où il y a rien de figé, tu vois. Il prend le dos debout, tu vois, et j'ai adoré ça, tu sais, qu'à chaque fois qu'il essaie de prendre le dos debout, tu sais, un peu à la Oliveira, tu vois, pour le coup. Mais Darius Ouais, qui continue, enfin, tu vois, il arrive, il il a continue la pression, à quoi. toutes les attaques, Moïcano. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et Darius aussi. Il a le contre du contre. Parce qu'après, moi, j'ai adoré, hein, quand il prend le single leg, qu'il arrache, Ouais. justement, Moïcano, et qui tombe dans la demi-garde pour envoyer son grand end. Donc et avec Moïcano qui veut attaquer les jambes mais qui prend encore le grand endpoint. Enfin, tu sais, j'ai aimé parce que l'un et l'autre, en tout cas dans ce round-là, parce que ce sera moins vrai dans le round 3, dans ce round-là, il y a eu du à toi à moi. Et tu sens que le à toi à moi, il était toujours légèrement à la faveur de Darius. Ouais, non, ça, sur ça, on est clair, hein. Darius, il prend le round parce que c'est lui qui initie de toute façon. Et c'est lui qui a le Mm. plus de succès quand même. Donc, non, non, franchement, les deux, mais on s'attendait à ça de toute façon. On s'attendait à ce genre de combat. Moi, honnêtement, alors là, je fais une petite aparté, hein, quand je vois le niveau de Darius, on parlait de le mettre contre BSD, je sais pas si c'est une bonne idée tout de suite. Darius contre BSD, ouais. Ouais, 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 le seul point où je me dis qu'il y a quelque chose à faire, c'est sur le menton friable de Darius. Tu vois, où BSD cogne dur quand même. Tu vois, Moïcano, il a reconnu. Tu sais, on savait pas vraiment si c'était de l'humour ou si c'était vrai, mais il a reconnu quand même que c'était un des combattants les plus durs qu'il a affronté. Tu vois, le fait qu'il soit revenu dans le round 2. Alors déjà ça, j'ai bien aimé parce qu'on se posait justement la question s'il était revenu ou si c'était Moïcano qui l'avait laissé revenir. Là, on a la réponse. C'est vraiment BSD qui est revenu dans le round 2. Tu vois, donc Ouais, il l'a trouvé solide. Pour le coup, c'est donc vu qu'il est solide, il peut quand même peut-être imposer, tu sais, quelque chose à Darius. Mais techniquement, je le vois pas l'amener au sol. Et au sol, là, par contre, pour le coup, si Moïcano a dominé Darius, a dominé BSD, Darius, bah, ça sera encore un autre monde avec ah ouais, BSD, là pour le ah, coup. mais c'est sûr. Là, c'est encore un autre monde. Ouais, très compliqué, quoi. Ouais.
Après les mathématiques, hein, on sait dans le MMA, on connaît les mathématiques, hein. Ça, c'est pas toujours vrai, mais ouais, non, c'est compliqué. Je te dis, la solution serait debout, en tout cas, parce qu'on sait que Dariush, il aime combattre debout. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui forcément va shooter de base, mais il est capable de le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait dans le round 3, hein. Il se prend même plus la tête, il va shooter directement. Il va chercher le dos encore une fois, même s'il y a du scramble, il reste au contact, tu vois. Euh, et même quand c'est lui qui se fait, parce qu'il y a Moïcano qui arrive à le ceinturer dans le dos, c'est géré parfaitement. Tu peux pas aller le chercher en lutte, c'est impossible, impossible. Il attaque le single leg, Moïcano c'est défendu, tu vois. Et pourtant on est sur un Dariush qui est fatigué et on le ressent, tu vois. Et même fatigué, il arrive à shooter en double leg et il passe dans le dos, tu vois. Tu sais, c'est vraiment, C'est pour le coup, naturel. c'est même fatigué. Tu sens que c'est facile en fait d'aller comment dire chercher même la lutte, tu vois. C'est C'est techniquement c'est naturel. tellement propre que même fatigué ça passe. Ouais, c'est ça. Ah non, franchement, ça reste très impressionnant. Franchement, ouais. Moi, je te dis, le problème de Darius, c'est que tu sens vraiment que sur chaque frappe qu'il prend, il y a vraiment danger. Et même si c'est pas des grosses frappes. C'est ça qui fait peur, en fait. Tu sens que son Mm. corps ne peut plus prendre les... Ouais. Ouais, et pourtant, mais tu sais, techniquement, tu vois, comme je t'ai dit au début, quand il est à mi-distance, malgré ça, il a l'ascendant sur les échanges. Ouais, C'est-à-dire il a pris un gauche-droite, mais quand t'es à mi-distance, il sait parfaitement se placer pour justement pas prendre les frappes. En fait, finalement, Darius, tu vas le toucher plus si tu l'attaques justement en ligne directe de loin, tu vois. Enfin, de loin, entre guillemets, tu vois. Mais dans l'échange, techniquement, c'est très propre. Parce que si franchement, c'était pas le cas, il y aurait eu d'autres alertes dans le combat. ouais. Parce qu'il se livre, Darius, quand même, dans le combat. Tu vois, même là, hein, tu vois qu'il prend le clinch, il envoie les genoux. Tu vois, c'est le genre de... Là, quand t'es au clinch avec... tu vois, il touche en boxe, il est plus genou avec clinch. Tu vois, ça veut dire que dans ces moments-là, si jamais il y avait eu la moindre faille, tu vois, exploitée, ça aurait pu être exploité par Moïcano, tu vois, quand t'es à courte distance comme ça. Mais malgré ça, bon après Moïcano, j'ai envie de dire dans le round 3, dans la fin de round 3, même mi-round 3, il produit plus. Il y a que Darius qui produit. Franchement, il y a plein de moments où c'est à distance où tu vois que Darius il est fatigué et Moïcano, j'ai marqué, il en profite pas, il shoot en lutte Non, mais il se fait gérer facilement, enfin tu vois, parce qu'il a pas l'air fatigué hein, plus que ça hein. non, mais finalement, ça a été un peu tout le combat, hein, parce que même le premier round, il fournit rien, Moïcano. À part le gauche-droite qui touche à la fin, il trouve pas sa Hum. distance, il frappe dans le vide, c'est lui qui subit les kicks. Alors oui, il met la pression, c'est lui qui avance, mais finalement, il fait pas grand-chose, Moïcano, dans ce combat. Il est en réponse, il a toutes les Ouais. réponses à chaque fois, mais il a pas énormément de succès, hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, il a du succès sur ses réactions, sur ses scrambles. Tu vois, tu vois, il y a si c'est pas le niveau de Darius au sol, il prend l'ascendant au sol sans problème, hein. Parce que Ouais. franchement, déjà contre Darius, il y a match. Tu vois, et vraiment, tu sens qu'il y a des moments où c'est pas facile de le conserver et surtout, si tu réagis pas vite toi de ton côté, tu sais que toi tu vas te faire contrôler au sol. Le niveau de Moïcano au sol, c'est quand même quelque chose, hein. Ça, là-dessus, celui qui dit l'inverse, je ne comprends pas parce que c'est vraiment très très fort au sol. Mais Darius est bien meilleur quoi. Pour le coup, il est bien meilleur. Darius, il prend les deux derniers. Oui. Bah pour l'ensemble des trois juges, hein, de toute façon, puisque la décision unanime, elle est 29-28 x 3. Donc il y a pas de doute là-dessus. Il prend les deux derniers. Le premier round est volé par Moïcano. Ouais. Maintenant la suite pour ces combattants-là, parce que Moïcano, bah il va faire que descendre, hein. Parce que là, ça y est, il a perdu sa chance au titre. Il vient de perdre contre Darius. Darius qui est censé être sur la fin, mais Darius, je suis même pas sûr qu'il combatte encore énormément. De toute façon, ils vont le laisser stagner là où il est à peu près. Ça va être un peu un gatekeeper jusqu'à ce qu'il tombe définitivement, je pense, s'il reste. Donc Euh, Darius, on sait pas, on peut pas dire hein, qui il va affronter. Ça dépendra de ce que veut l'UFC pour le coup. Ça dépend de l'UFC parce que Darius nous prouve que c'est quand même un combattant dangereux. Donc le mettre contre un petit jeune qui monte, c'est prendre le risque de couper les ailes du petit jeune. Lui, tu sais qu'il ira pas au titre de toute façon. Ah, c'est le genre de combattant, c'est compliqué pour une organe le caler. Mm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pourquoi je trouve pas le site de l'UFC? UFC. Je voulais regarder le classement, tu sais,
pour voir, mais je ne comprends pas. Je n'ai pas accès. C'est d'habitude, j'ai les classements en direct. Si je clique là, non. Oui, si, non, 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 consulter. Ouais, j'ai plus le Non, non classement. plus. Ouais, non, mais attends, moi, je vais mettre ranking, ça ira plus vite. Parce que d'habitude, quand je mets UFC, juste en dessous des combats, tu as quoi. Tu m'as compris. Les légers. Where is les légers? En fait, je trouvais pas les légers parce que le champion, c'est plus le même maintenant. C'est plus Islam. Dariush. Bah attends, t'as Moïcano, il est 11e, Dariush, il est 9e. Donc ils sont aux alentours du top 10. Moïcano, je sais pas contre qui ils vont le mettre, mais ça va descendre. Et Benet Dariush au-dessus, oui, de toute façon au-dessus. Pimblet. Pimblet, bon, on sait pas ce que ça va donner. Gamrod, Dan Hooker, Dustin Poirier, qui va s'arrêter, Max Holloway, Justin Gaethje, il affrontera aucun de ces mecs-là. Aucun de ces mecs-là. Moi, je vois bien celui qui vient de perdre, là, contre Fiziev, Bahamondes. Ouais. Bah, mais contre qui? Contre Moïcano ou contre Dariush? Contre Dariush? Ah, plus contre Darius. Hein. Moïcano, lui, je Ouais, pense mais que attends. Tu vas mettre Bahamondes contre Dariush, Fiziev, il est 10e. Tu vas le faire combattre contre le 9e. Fiziev, il est combien? Il est 10. Fiziev, il est Il vient 10. de perdre et tu le fais. Alors, bien sûr que Fiziev, tu vas le faire combattre plus haut. Mais bon, tu vas le faire combattre contre un adversaire mieux classé encore. Ouais, Non, j'y non, crois pas non, ouais, je trop. croyais qu'il était plus haut. Je croyais qu'il était plus haut. Non, Euh, Bahamondes, il est même pas classé. ouais, ouais. Ok, oui, c'est vrai. Ils l'ont jeté comme ça pour justement lui donner des places. Ouais, bah écoute, honnêtement, c'est un peu C'est compliqué compliqué. cette KT, hein. Ouais, c'est compliqué cette KT de prévoir des matchs. C'est un peu. Ouais. Bon. Écoute, laissons l'UFC faire. On en parlera quand ça sera bon. Donc on enchaîne avec un combat que tu n'as pas vu et c'est bien dommage parce que tu as raté quelque chose. Brandon Royval contre Joshua Van. Pourtant Joshua Van, putain, moi je suis pas dans le train. Enfin, si je suis dans un petit train, je suis dans un tramway. Je suis dans un tramway depuis son dernier combat déjà. Non, le mec, attends, ça fait 5 ans qu'il fait du MMA, il vient, tu l'emmènes, il arrête pas de combattre, il a fait 5 combats en un an, je crois, quelque chose comme ça. Il enchaîne des KO et tu viens, tu le mets contre le numéro 1 de la KT. Tu te dis bon, il le prend en short notice. Le mec, il a une sacrée perte de bolos, franchement. Attends, il a combattu il y a combien de temps là? Il y a 3 semaines? Il y a un mois? Attends. Ouais, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Je sais qu'il a enchaîné, là, vraiment, il enchaîne. Non, c'est fort. Joshua Van. C'est un striker, Van. Hein. C'est un striker, surtout en anglaise. C'est un boxeur enfin, en tout cas, il boxe en anglais. Il a combattu le 8 juin, ok? Donc il y a moins d'un mois, il y a 3 semaines. Il a combattu contre Bruno Gustavo da Silva. Il l'a battu au round 3 par TKO. C'était un combat qui était, tu vois, encore une fois, tu vois, qui était dur. Tu vois, il a battu à 4 minutes 01 du round 3, il finit par le mettre KO. Mais tu vois, Silva, là, Da Silva, il était chaud. Enfin, tu vois, il lui a donné du répondant. Il était dur. En fait, il était dur, je sais pas si tu l'as vu, ce combat-là. Non, je l'ai pas vu. Mais ouais, c'est ouf d'enchaîner aussi vite, alors que tu fais tout le temps des guerres, en fait. Après, les Et jeunes, tout ils le doivent temps être des jeunes, guerres, quand et même. Hein. puis, est-ce qu'il est jeune? Joshua Van? Pas tant que ça, je crois. Enfin, si, oui, il est jeune, mais je veux dire, Ah si, il a 23 ans. Ouais, si, il est jeune. Ah ouais, Il a c'est 23 vrai. ans. La récupération, Il a c'est pas la même. 23 ans. Il est à 15-2. À l'UFC, il est que je te dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 à l'UFC, tu vois. Et il a commencé les combats professionnels en 2021. Ça fait 4 ans qu'il combat en professionnel. Et il a commencé en 2020 les combats amateurs. Tu vois, c'est vraiment le genre de profil où tu peux dire sans trop t'avancer qu'il finira un jour par avoir la ceinture. Peut-être, peut-être. Ça dépend après combien de temps va rester le champion en place. Parce que pour l'instant, on en parlera, mais je Mais le vois pas passer le champion par contre. en termes d'âge, il y a bien un moment où il y aura un turnover quand même. Il y a Oui, 23 oui, bien ans. sûr, Je dis pas tout de bien suite, sûr. hein.
Pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà, ce combat, il a été, enfin, franchement, c'est un des plus beaux combats de la soirée. Vraiment, pour le coup. Ça a été une guerre absolue sur 3 rounds. Et tu vois, ce que j'ai aimé, c'est que, on parlait de temporalité tout à l'heure avec Peyton Talbot. Donc c'était fort de revenir après avoir perdu le round 1. Enfin, ouais, oui, perdu le round 1. Tu vois, avec un gros rythme, tu sais, sur le round 1 de revenir pour le round 2 et 3. Là, c'est encore pire parce que, pour moi, il prend le 1 et le 3. Tu vois. C'est le 2 qui perd. Donc c'est-à-dire qu'il a su revenir après avoir pris la foudre quand même, même si c'était dû à toi à moi, mais il était dans le mal dans le round 2, tu vois. Donc Royval, pour le coup, grand champion. Ce que j'ai pas compris, c'est que il est complet comme combattant, Royval, et il a cherché à boxer le boxeur. Ça, c'est encore une fois, c'est l'erreur, tu vois, à ne pas faire. Et c'est l'erreur que ne fera pas un Pantoja, tu vois. Mais pour le coup, ça s'est passé que debout, hein. Ça s'est passé que debout. Alors c'est bien pour le public, hein. Mais il a pris un risque et il a perdu. Tu vois, il a Mais il n'y a pas perdu eu, parce qu'il a pris un risque. il y a pas eu du tout de tentative d'amener? Écoute, de mémoire, non. Je relis mes notes. Non, 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 non. Ah bah Non, écoute, non, là, non. Mais après, tu franchement, sais, c'est une erreur. C'est une grosse erreur stratégique de Royval. Royval, il a un très bon sol. alors, Rival, il a un très bon sol. On savait qu'il avait fait, enfin, tu vois, il avait donné du fil à retordre entre guillemets à justement à Pantoja quand il s'était affronté. Enfin, tu vois, il a un bon sol, mais il a plus d'allonge. Tu sais que justement que Joshua Van, qui est beaucoup plus petit hein, en termes de gabarit, et Royval était plus imposant. Donc, je pense qu'il s'est dit qu'il allait l'avoir au fur et à mesure du temps, parce que en plus Royval au début il kick en middle, kick en low kick, tu vois. Il garde la distance avec la main avant. Tu sens qu'il veut boxer, mais il veut boxer à sa distance. Donc ça, c'est bien, tu vois. Tu te dis, c'est intelligent. Mais Van qui commence, en fait, Van, sa grosse force, c'est qu'il sait casser la distance et il a une excellente boxe anglaise. Et justement, il commence à toucher très rapidement en anglaise. Et, tu vois, je note justement, Royval reste en boxe, mais attention à mi-distance, Van est plus dangereux et Van touche plus dur avec des gros contres du bras arrière. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment ça qui se passe, c'est que le dès que Royval commence à rentrer en anglaise, dès qu'il commence à casser la distance avec l'anglaise, tu vois un Joshua Van qui tout de suite frappe beaucoup plus fort et qui arrive à trouver la bonne distance et qui arrive à contrer dans le tu sais dans le il a des bonnes esquives en fait Joshua Van. Il esquive, il remise. Tu sais il y a eu beaucoup de moments comme ça où il arrivait à trouver le bon momentum parce qu'il laissait passer les frappes de Royval pour venir enchaîner derrière et envoyer son bras arrière surtout. Et c'est ça en fait qui marque pour moi qui marque le plus, c'est-à-dire que effectivement il y a du volume de la part. En fait, il y a encore une fois t'as volume contre puissance, tu vois. Sauf que Ouais. le problème c'est que dans le volume, t'as pas forcément de la précision et t'en auras de moins en moins plus le combat va avancer parce que la fatigue faisant, t'es de moins en moins précis. Mais Joshua Van lui, beaucoup moins de volume, mais par contre, enfin beaucoup moins. Tout est relatif sinon il perdrait le Ouais, round. parce que Mais par contre, il cogne j'avais plus dur. j'avais regardé les stats sur ce combat et les deux sont très très hauts en termes de volume de frappe par minute de base. Alors, j'ai pas vu le Mhm. combat, mais peut-être que Van, il y a même plus de débit normalement que Royval. Peut-être que sur ce combat, il a adapté, il s'est plus mis en mode contreur, même s'il y a quand même un haut débit. Mais ouais, les deux ont un gros débit. Ouais. Il y a la fibre ou pas? Oh la vanne, elle est, La Van a retardement. ah ouais, elle était hors connexion celle-là. Ton rire, il était lointain. Il était, il est venu après. Tu sais, quand on fait sur notre vignette, là, on me dit dans l'oreillette, tu sais, quand il y a toujours le décalage dans les Ah, duplex. Bah, c'était pareil avec cette vanne. Bref, pour moi, en tout cas, Joshua Van prend ce round-là. Je sais qu'il y a débat. Il y avait débat, en tout cas, sur RMC. Tu sais, quand je regardais le combat, il y avait débat sur savoir s'il le prenait ou pas. Pour moi, c'était plutôt clair, hein. Vraiment, pour le coup, comme j'ai dit, Van plus dangereux, il touche plus dur et avec des gros contres. Donc forcément, si on met le dégât en première ligne, plus que le volume, tu sais, pour moi c'est Van qui prend ce round assez facilement, tu vois. Par contre, dans le round 2, Royval, eh ben, il commence à prendre un peu plus de taille. Clinch, tu vois, il va jouer. En fait, il va peser un petit peu plus. Il va même, enfin,
là pour le coup, enfin quoi que je dis ça, il va chercher à prendre le tie clinch, mais t'as Van qui va très bien réagir. C'est-à-dire que dès qu'il prend le tie clinch, Van il va lui envoyer une série de crochets au corps, il va remonter à la tête, tu vois, il va lui passer l'envie en fait de venir et d'essayer de le contrôler avec ce clinch là. Mais Royval par contre, il commence à toucher beaucoup plus dur et il y a plusieurs frappes. En fait, le truc c'est que euh, il, il veut rendre tout ce qu'il prend. Sauf qu'il y a un moment, il arrive à trouver sa distance et il arrive à trouver sur des coups directs, tu sais, de quoi venir toucher Van et il commence à sonner justement Joshua Van. Il y a même un moment où tu peux penser qu'il peut commencer à craquer, tu vois, en termes de menton, parce que quand il envoie 4-5 frappes d'affilée et les 4-5 frappes elles commencent à toucher. Donc même si Van, il arrive à revenir et il arrive à rendre, tu sais, tu sens que Royval, il trouve son rythme et il trouve sa distance et surtout aussi il met en place un jab d'arrêt qui fait beaucoup de mal justement à Van, qui je pense pour le coup dans le round 2 a peut-être essayé d'essayer de rattraper son retard et donc tu sais au fur et à mesure il a dû prendre un retard dans le round, ce qui fait qu'il a voulu le rattraper et commencer à vouloir actionner. Et là, Royval, gros coup d'œil, gros jab d'arrêt. En fait, finalement, le fait de vouloir aller le chercher, bah ça a été plus contre-productif qu'autre chose, tu vois. Ouais, parce que tu me dis qu'il a plus d'allonge en plus, donc finalement, dans le deuxième round, il a fait exactement ce qu'il fallait, et c'est Van qui a pas fait ce qu'il fallait. Ouais, ouais, ouais. Et donc pour moi, Royval prend ce round et derrière, bah, il a réussi à se refocus pour le coup. Tu sais, vraiment, mental de champion, en fait, finalement, tu te rends compte que ce genre de mec qui progresse aussi vite et qui monte aussi vite, c'est qu'ils ont quelque chose en plus, tu vois. C'est qu'il y a un côté naturel. Tu vois, tu peux le travailler, tu peux travailler plein de choses dans ta vie, mais quand, tu sais, il y en a, ils ont le KO power. D'ailleurs, c'est un peu le cas de Van, hein, enfin, entre guillemets, parce que il cogne dur. Il a pas le KO power, sinon il mettrait des KO plus rapides. Mais c'est un peu comme un Adesanya. Tu sais, il va tellement t'en mettre avec de la précision que tu vas finir par tomber. Mais c'est surtout, il a ce truc où il a cette confiance en lui qui fait que derrière, ok, bon, cette fois-ci j'ai perdu ce round, mais je vais aller le chercher sur le round d'après. Tu vois, il se laisse pas abattre. Tu sais, il y a un peu ce côté jusque boutiste, tu vois, du fait de pas lâcher l'affaire. Et t'as Van qui met beaucoup de pression et qui touche dur en ligne directe en anglaise. Royval, il essaie d'accélérer avec un bel enchaînement anglaise plus genou qui touche, certes, mais Van a de bonnes esquives. Tu vois, encore une fois, je le dis, tu vois, il esquive et il envoie son crochet du bras arrière, tu sais, donc enfin derrière l'esquive. En fait, tu vois, il esquive et il renvoie le crochet du bras arrière. Et ça touche et ça touche dur. Et t'as Van qui avance constamment, qui contre quand Royval avance. En fait, là, tu vois, c'est encore une fois là le changement de paradigme. C'est-à-dire que là, c'est Royval qui avance. En fait, quand Royval, celui qui avance perd finalement l'échange. Tu vois, dans le round 2, c'était plus Van qui allait chercher à rattraper. Là, pour le coup, c'est plutôt Royval qui cherche à rentrer et à toucher parce qu'il s'est dit, ça a marché dans le round 2. Quand il me touchait, je venais toucher 4-5 fois derrière et j'allais le marquer. Sauf que la responsabilité défensive de Van avec ses esquives a été beaucoup plus forte dans le round 3. Et ce qui fait que bah il mettait beaucoup plus de contre. Et surtout, il y a un truc qui a tout changé. C'est qu'il a commencé à mettre des sides d'arrêt dans le genou de Royval, qui a été un game changer dans ce round. S'il l'avait mis en place dès le round 1, je te jure que le combat il va pas à son terme. Parce que Royval, en fait, il prenait ses sides et plusieurs fois il a chuté à genoux. Tu vois, tellement il le prenait dans le bon timing. À chaque fois, il plantait le genou dans le sol, il se relevait, tu vois. Mais en tout cas, il tombait souvent sur les genoux, quoi. C'est ouf. Il le mettait avec précision. C'est pas plus mal, je trouve, de les mettre dans le troisième, hein. Parce que peut-être que, justement, s'il les avait mis dans le premier, Royval aurait eu une adaptation adaptée. Dans son coin, on lui aurait dit de faire telle ou telle chose. Là, le fait de, justement, de sortir cette arme dans le troisième round où finalement, bah, c'est fini, il y a plus rien à faire. Pas mal. Si en plus ça lui fait gagner le C'est pas round, peut-être mal. qu'il fait gagner le combat, puisqu'il y a un round Non, partout. c'est pas ça qui lui fait gagner le round précisément. Alors oui, c'est un game changer, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le fait de mettre ses sides et de faire tomber, tu vois, derrière Royval à genoux, en fait, derrière, bah lui, il envoie le temps qu'il se relève, tu vois, il envoie son anglaise. Et en fait, dans l'anglaise, tu sens que dans le timing et dans la précision, il est là. Et là, il envoie un énorme crochet du bras arrière qui donne complètement Royval, tu vois, et il va le suivre avec un magnifique grand endpoint, franchement. Et pour le coup, beaucoup de, tu vois, encore une fois, beaucoup d'intelligence dans le grand endpoint, tu vois, il s'est pas jeté pour se jeter. Tu sens qu'il met son grand endpoint, mais il est toujours vigilant, tu vois, c'est beaucoup de maturité dans le grand endpoint, tu vois, encore une fois. Ce qui fait que cette fois-ci, tu vois, aucun doute, le down a, enfin, tu sais, aurait pu, tu sais, s'il restait plus de
quelques secondes en plus dans le combat, l'arbitre aurait arrêté. Tu vois, là, c'est vraiment parce que il est sauvé par le gong. Donc tu vois, s'il l'avait mis, tu vois, si, je pense que s'il avait mis ça en place dans le round 2, peut-être qu'il gagnait déjà le round 2, tu vois. Parce qu'il était, finalement, il était au-dessus quand même de, on peut le dire, il était légèrement au-dessus de Royval en anglaise. Tu vois, en boxe. Ouais, Donc quoi ouais. qu'il arrive, s'il avait mis le side, tu vois, l'adaptation, en fait, j'ai du mal à comprendre, enfin, après peut-être qu'il y aurait eu, mais tu vois, de mettre une adaptation en place sur ça, ça aurait été compliqué quand même. Parce qu'il y a l'harcèlement en anglaise, plus le side dans les genoux, en fait, ça serait venu sur deux fronts, en haut, en bas. Ah, ça Mais, aurait été compliqué de contrer ça. mais il aurait peut-être lutté. Peut-être, mais, ouais, peut-être, mais je sais pas. Parce que honnêtement, s'il avait dû lutter, je pense qu'il l'aurait fait avant. Enfin bon, en tout cas, pour moi, Van gagne ce round. Alors, décision unanime, et c'est là par contre où je suis pas du tout d'accord avec l'un des juges, et personne n'est d'accord avec l'un des juges, pour le coup. Il y a eu un 29-28 x 2, ça c'est amplement justifié. Premier, troisième pour Van et le deuxième pour Royval. Il y a eu un 30-27 x 3. N'importe quoi. 30-27 pour un des juges. C'est le mec qui avait 5 juges. Donc 30-27, et là pour le coup, ouais, j'ai du mal à le comprendre. Je sais pas quel combat il a vu, mais non, tu peux pas donner le round 2 à Van, c'est pas possible. Sauf si t'as vraiment envie de le voir gagner, quoi. Ouais, ouais. Et puis de toute façon, s'il gagne 29-28, il gagne quand même, donc c'est ridicule. Si à 29-28, il gagne quand même. Ouais, mais bon, quand il score au début, il sait pas, il score le round, Ouais, oui, mais il oui. sait pas qu'il y aura le round 3, tu vois, ce que je veux dire. Donc ouais. Ouais, c'est ouf. Bon, bien sûr, il gagne ce combat, très content, très heureux. Il dit qu'il veut être le prochain contender, ce qui est normal. Là, pour le coup, il le mérite. Hein. Il vient de battre le numéro 1. Il a montré qu'il avait le talent enfin, possible pour aller chercher ce titre. Quand tu vois qu'il y a des gens qui ont été chercher soit d'orgas différentes, soit des tréfonds du classement Non, mais pour affronter franchement, Pantoja. dans cette KT, le champion a tellement battu tout le monde que t'es à un gros combat de combattre pour la ceinture, hein. Et finalement, c'est pas plus mal parce que ça nous permet d'avoir des oppositions qu'on n'aurait pas pu avoir si on suivait un schéma classique. Hmm. Ah bah on aurait tourné en rond. De toute façon, C'est ça? si tu suis le classement, tu tournes en rond. Tu fais un Royval 4, un Moreno 8, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est puis finalement il a affronté tout le monde à part Albazi. Là il est resté Keikara France qu'il avait déjà affronté par le passé pour Pantoja. Donc oui, au bout d'un moment tu tournes vite en rond, donc il fallait avoir quelqu'un en plus. Ça c'est sûr. Il fallait avoir quelqu'un en plus. Ouais. Belle victoire de Joshua Van qui me confirme hein, que j'avais raison de croire en lui sur ce combat. Tu sais, j'avais mis dans les pronostics sur Mandal, j'avais dit je reste dans le train Van. Tu vois, j'ai beaucoup de monde voyait Royval. Je crois que tout le monde voyait Royval d'ailleurs. Écoute, pour le coup, ouais, il a prouvé qu'il était là. Ouais. On enchaîne. Alors avec la suite, justement, là on avait la demi-finale avec la finale de la KT des Fly avec Alexandre Pantoja contre Kei Kara France. Donc c'était le deuxième combat entre les deux. Hein. Pantoja avait déjà gagné contre Kei Kara France, mais Kei Kara France avait mérité justement sa chance au titre en éteignant complètement Herseg. Voilà. Bon, peu de monde croyait en Kei Kara France, mais il y avait toujours ce doute de la puissance de frappe En fait, de Kara France. dans cette KT, il y a peu de mecs qui peuvent mettre KO sur une frappe. Et Kai Kara Mhm, France en fait partie. Donc il amène toujours du danger. Maintenant, c'est vrai que quand tu regardais techniquement, ça allait être compliqué. Dans tous les domaines. Après, il y a toujours cette cacahuète qui peut faire qui gagne, mais ouais. Moi, j'y croyais pas, perso. jamais de la vie. Enfin, moi, honnêtement, à l'heure actuelle, je ne crois personne. Je crois, enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Ouais, mais tu Pantoja, il est vois, au-dessus du lot, et puis c'est tout, quoi. tu vois, même stylistiquement, même si je voyais Pantoja gagner, mais je donnais plus de chance aux Japonais qu'il a affronté avant Oui? que à Kaikara France. Parce qu'il apportait des armes qui rentraient dans ce qui pouvait contrer et déranger Pantoja. Tu vois, avec les kicks, les genoux, etc. Là, Je suis Kaikara d'accord. France, c'était un style beaucoup trop simple à lire pour un mec comme Pantoja. Bah, c'était une grosse anglaise lourde avec une bonne défense de lutte. Mais une bonne défense de lutte contre qui?
Tu vois, c'est encore une fois, c'est contre qui? Parce que Pantoja, là, pour le coup, non, c'est pas une classe au-dessus, c'est 8 classes au-dessus qu'il est. Quel que soit le domaine. Il lui a rien laissé. Et en plus de ça, j'ai l'impression que plus il gagne des titres, plus il est confiant, et C'est fou. pire c'est. C'est fou. Il est effrayant, Pantoja. Je te dis, moi, après ce combat, honnêtement, Pantoja, numéro 1 pound for pound. Je le mets numéro un pound for pound. Il est trop fort. C'est vraiment un des rares champions où tu le vois dérouler d'une telle manière et dans tous les domaines. C'est trop facile, en fait. C'est trop facile. C'est-à-dire qu'il est face sûrement à un des mecs qui punch le plus dans la KT et il se permet d'avancer sur lui, d'échanger sans problème. En fait, il sait que même s'il prend, il n'y a pas de souci. Il est ultra confiant. Comme tu dis, il est effrayant. Je suis d'accord, et puis en plus il le punit, enfin on le verra dans les, parce qu'on va faire du round par round, mais il y a un moment il le punit avec des low kicks, un double low kick là, c'est vraiment, tu sais, c'est son petit, en face de lui dans la cage, c'est son petit, c'est un autre monde, c'est un autre monde. Il commence déjà d'entrée gros middle, déjà, de base, pour marquer les esprits, allez tiens je vais te réveiller un peu, il lui marche dessus, gros middle. Et là, il fait ce que j'avais dit parce que c'est intelligent, tu vois. Pantoja, le truc c'est qu'en plus de ça, c'est pas le mec qui va faire une Royval, tu vois. Ok, tu cognes dur, bah c'est pas grave, j'ai d'autres armes. Il vient, il shoot tout de suite, et il passe dans le dos avec une facilité. Et en plus avec sa façon, tu sais, de faire, de venir chasser les jambes pour te forcer à t'asseoir et de monter grappiller, tu sais, pour prendre le dos. Il met le triangle de corps Non et mais là, il commence à envoyer son grand endpoint. juste sur cette prise de dos là, des fois tu sens, c'est une prise de dos assez classique qu'on utilise beaucoup, hein. Mais des fois tu sens qu'il est presque mal embarqué, mais il trouve Oui. toujours un moyen de finaliser la prise de dos. C'est ouf. Tu vois, là, il était, normalement, tu mets un peu les tibias en barrage derrière les genoux. Après, il a mis ses pieds carrément. Après, même ses saisies de main, des fois, tu sens que le mec va s'enfuir, mais non. Il y a toujours une main qui vient te rattraper où il faut. Franchement, c'est sûrement le mec qui prend le mieux le dos à l'UFC actuellement. Je suis d'accord parce que mais c'est enfin le mieux, je sais pas parce que sinon on fait ça on le prendra pas. C'est-à-dire qu'il a su, il arrive à aller au bout de son mouvement. C'est-à-dire que tu sais, il y a un moment, sa ligne de hanche, elle était plus basse que la ligne de hanche de Kei Kara France dans cette première amenée, parce il le chasse, et tu le vois avec ses pieds, ses talons, il vient au niveau des hanches, mais il monte ses jambes, et il arrive à se rehisser, je sais pas comment on peut dire ça, pour essayer de revenir. Et ça, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Arriver à regrappiller de l'espace, tu vois, remonter petit à petit pour finaliser la prise de dos. Et de la prise de dos, il met le triangle de corps. Alors le triangle de corps, j'entendais les commentateurs, c'était Mika Lebou et Antoine Simon, qui disaient à juste titre, parce que c'est vrai, que le crochet, quand tu mets le triangle de corps, vaut mieux le mettre vers le sol pour mettre une tension sur le, tu sais, mettre une compression ou tension sur la cheville. C'est-à-dire que tu viens crocheter la jambe et tu viens pousser avec tes hanches pour créer, même faire taper certaines personnes. Mais le problème, c'est quand les mecs sont trop souples, ou n'ont pas cette sensibilité-là, c'est plus intéressant de mettre le crochet en bas, de le mettre vers le sol. Parce que la sortie est plus facile quand le crochet est vers le haut, parce que tu vas tendre ta jambe et tu vas la glisser pour recentrer en fait le triangle entre tes jambes. Et une fois que le triangle est entre tes jambes, tu peux commencer à tricoter avec tes jambes pour déverrouiller le triangle. Moi, quand je fais des sorties, quand tu me prends un triangle dans le dos, j'aime bien justement mettre le triangle en haut, parce que c'est plus facile pour moi de venir et de m'échapper. Tu vois. Et en fait, c'est pour ça qu'il est très intelligent Pantoja, parce il s'est mis là en sachant que en fait il ferme la porte parce qu'il y a le sol, donc tu peux pas glisser ta jambe en dessous. Même si Kaikara France a failli le faire à un moment parce qu'il connaissait la sortie, hein. Tu voyais qu'il connaissait la sortie. Mais c'est plus dur quand tu dois aller en dessous. Enfin, tu vois, tu peux pas creuser le sol avec ton genou, hein. Ouais. Et puis de toute façon, à ce niveau-là, et particulièrement un mec comme Pantoja, il ne fera pas taper en pontant et en mettant une sorte de compression molaire. Ça, c'est une Non, certitude. mais non. Ah non, mais C'est bien une sûr que non. position qu'il maîtrise à la perfection, il n'y a pas de souci. S'il se met comme ça, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et puis surtout, il a cette faculté de suivre tout le temps le dos, peu importe où tu vas tourner. Et il sait le lâcher aussi quand il faut. Tu vois, ça c'est important. Oui. Il y a des mecs qui s'acharnent à vouloir rester dans le dos et du coup ils perdent la position. Lui il sait quand faut ouvrir pour justement repasser au-dessus, suivre le mouvement. Mhm. Non mais c'est un sol de fou.
Mais c'est ce qu'il a fait là d'ailleurs, hein, parce que alors déjà, tu sais, moi ce que j'ai aimé avant que déjà qu'on parle du fait qu'au moment où il a failli perdre le dos, enfin quand il a perdu le dos et qu'il a su revenir. Mais tu sais, t'as Keke France qui lui envoie une frappe, tu sais, de derrière comme ça, et puis l'autre il rentre la tête. Déjà, j'aime bien son positionnement de tête très propre. Et déjà, il attend pas d'en prendre une pour positionner sa tête. Elle est déjà positionnée. Et derrière, tu le vois, il dit ok, tu veux frapper, allez vas-y, frappe au corps. Tu sais, et puis il prend le temps, il cherche, voilà, la tête s'est fermée, allez frappe au corps, et je remonte à la tête et il envoie son grand handpan. Il va Mais pour perdre le dos. Ouais, vas-y. il y a tu parles de la frappe qu'il prend, tu sais, il prend des petites frappes. C'est ouf parce que son visage n'a aucune expression. Aucune. Zéro. Aucune. Non, mais c'est Alors, ouf, hein. Parce que t'as forcément un réflexe quand tu prends une frappe et que tu t'y attends pas de... Lui, il ne bouge pas. Il apprend, ok, il en, bouge pas. en fait, tu vois, c'est ça, tout à l'heure, quand je t'ai dit, il est effrayant, c'est vrai qu'on est passé à autre chose, parce que c'est ce que je voulais dire. Il est, en fait, son regard, son impassibilité, son côté poker face, tu sais, c'est impressionnant. De la première à la dernière seconde du combat, il ne quitte pas ce visage qui ne bouge pas, en fait. Il cligne même pas des yeux, le type. Mais il a un regard noir. Quand il te regarde, Il a un regard de fou. il a une intensité, c'est impressionnant. Et je crois que c'est encore pire maintenant qu'il s'est coupé les cheveux. Tu sais, avant, tu sais, il était un peu, tu vois, là maintenant, tu sais, vraiment, il fait flipper. Moi, franchement, et j'ai l'impression que c'est de pire en pire plus on avance dans sa carrière entre guillemets. Donc, je suis d'accord avec toi. Il a pas cligné des yeux même quand il a pris sa frappe. Quand il prend toutes les frappes qu'il veut, de toute façon, il cligne pas des yeux. Il y a pas un rictus de douleur, rien, rien. Le type, rien. Et donc, derrière, effectivement, tu l'as dit, au moment où il commence à perdre le dos, il remonte, et en plus de ça, très fort, il attaque le bras-tête dans le fait de remonter le dos, tu vois, dans le fait de remonter pour prendre la monte. Parce que, effectivement, quand tu perds le dos et que tu laisses le mec essayer de enfin, tu sais, tu réagis pas assez vite, en général, tu te retrouves en dessous, avec le mec dans ta garde, ou dans ta demi-garde, tu vois. Là, lui, il est tout de suite remonté, et tout de suite le bras-tête, alors, c'est très bien géré, hein, de la part de Keikara France, on voit que, défensivement parlant, il est là, hein, par contre, hein. Tu vois, il y a une classe au-dessus de la part de Pantoja, mais tu sens que voilà, il y a quelqu'un en face. Tu vois, c'est Mais Keikara France, il aurait pu se faire finaliser beaucoup plus vite que ça. Dès le premier round, s'il n'avait pas été bon. c'est ça qui est ouf, en fait, c'est que tu sens qu'en face, c'est ça qui fait que le mec est incroyable. C'est que tu sens qu'en face, c'est l'élite mondiale. Tu vois, Kaikara Mhm. France, c'est l'élite. Et pourtant, il y a un Oui. monde d'écart. Honnêtement, moi, ça me rappelle vraiment les heures de Demetrius Johnson, hein. C'est vraiment un combat Ouais. que j'aurais adoré voir, hein, putain. Ah bah c'est moi, je suis déçu de qu'ils soient pas contemporains, tu vois, les deux. Grave. Donc ce combat-là, ça aurait été le plus beau combat. Je crois qu'un des plus beaux combats, toutes catégories confondues, s'il y avait eu ces deux-là dans la même caté, au même moment, tu vois, dans leur prime, tous les deux. Je le dis sans broncher, tu vois, c'est vraiment vrai. Donc je suis d'accord. Et puis après, toujours demi-garde, il reste au-dessus. Il y a une recomposition de la demi-garde de la part de Keikara France. Les petits coups d'épaule, tu sais, pour tu sais aussi le choix de la frappe, le coup d'épaule, les petits coups d'épaule de la demi-garde pour créer du dégât. Il arrive à reprendre le dos, il envoie du grand endpoint, le round s'arrête comme ça. Domination parfaite de Pantoja sur ce premier round. Rien à dire. Domination, Je pense qu'on et, est d'accord, hein. tant qu'il n'y a pas de précipitation, en fait. Tu vois, vraiment, en fait, il Hmm. sait qu'il va te finir, mais il prend son Ouais, temps. Moi, ce ouais, round, je ouais. le score 18, hein. Oui, tu peux le scorer 18, ouais, effectivement. J'ai pas regardé la scorecard, mais Non, effectivement, c'est oui, tu peux le 19. scorer 18, pour le coup. Il a été scoré 19. Alors, il manque de dégâts, c'est ce qu'il disait dans les commentaires. Je crois que c'est Antoine Simon qui disait ça, ça manque de dégâts. Moi, écoute, les tentatives de soumission, je peux les considérer comme des dégâts. La domination, elle est sur tout le round. Je le donne 18. Ah bah oui, parce qu'il le domine au sol pendant 4 minutes 30. Enfin, presque, même peut-être plus. 4 minutes 30, Ouais, non, non, c'est bon. ouais, c'est impressionnant. Dans le round 2, bah, Pantoja qui avance, qui envoie encore une fois un middle, qui double le low kick. Enfin, mais ce low kick, mais c'est vraiment pour le coup, celui-là, c'est vraiment la punition, parce que tu vois Keikara France qui est retourné, il lui en envoie un, deux, mais tu sens qu'il l'envoie, mais vraiment, tu sais, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, moi, tu sais, j'allais dire, quand je savate mon fils, tu sais, non, je rigole, ce n'est pas vrai, n'appelez pas tout de suite la police des mœurs ou la police de la jeunesse, là, comment ça s'appelle, là. La brigade des Non, mineurs. mais tu vois ce que je veux dire? La brigade des mineurs, s'il vous plaît. Non, ils vont très bien, je vous rassure. Non, mais en tout cas, tu sais, ces deux low kicks là,
C'est vraiment genre il lui a mis un coup de pied au cul. Tu sais, c'est vraiment, tu vois, le coup de pied au cul, tu sais, du mec qui est sous ta domination. Tu vois, c'est vraiment ça. Et surtout Pantoja qui presse avec un enchaînement en anglaise où il renvoie un low kick qui fait tomber Keikara France. Ce petit low kick au bon moment, Keikara France qui en fait qui est sur le reculoir, qui peut pas le bloquer et qui tombe avec Pantoja qui le suit au sol. Tu dis en fait Non, à ce moment-là, je c'est me pas dis un low même kick qu'il debout, met, hein. C'est pas un low kick qu'il met, hein. c'est une balayette, Non, c'est un non, mi low non, kick mi non. balayette. Je l'ai Il met revu un le low combat kick. tout à l'heure. Je l'ai sous les yeux, là. Et j'ai fait séquence sous les yeux. Il lui met le low Bah kick quand il vas-y. recule. Et puis après, il avance, il fait un grand pas, il vient crocheter. Ouais. Ouais, mais en fait, oui, enfin, il envoie ça, il met sa jambe derrière, quoi. Mais c'est Voilà. vraiment comme, ouais, je te dis, mi low kick, mi balayette, quoi. Franchement, c'est, Ouais. et dans Et l'attitude, tu vois, dans l'attitude, quand tu vois, c'est ouf parce que quand tu vois Kai Kara France rentrer dans la cage, avec tous les signes Maori, Samoa, etc., en train de faire le hum. haka et tout, tu te sens déterminé. Et plus le combat passe, ouais, plus le combat passe, plus tu sens que dans l'attitude, c'est compliqué, hein. Tu t'en rends compte, en fait, quand t'es dans la cage. Tu le fais. Lui-même, il sait que c'est la galère, là. Il se dit, comment je vais finir ce combat? Ah, ouais, il y a plus de AK, frérot, là. Ici, c'est les favelas. Ici, c'est les favelas. De quoi Ah tu me ouais. parles de AK, là? Eh, t'es le plus fort de ton île. Moi, je suis le plus fort d'un continent, frérot, tu sais. Non, c'est vrai. Non, c'est impressionnant. Mais c'est là où tu te rends compte. À partir de ce moment-là, j'ai compris que même debout, en fait, finalement. Parce que t'as toujours, tu sais, tu te dis, bon, il l'a amené au sol très vite dans le premier round. C'est qu'il respecte tu sais, son KO power quand même. Et en fait, quand tu le vois dans le début de round 2, tu dis, en fait, non, il respecte rien du tout. C'est juste que là, il a décidé de passer à autre chose. Et il va le tester sur tous les domaines. Et que dans tous les domaines, il va être au-dessus. C'est vraiment ça que tu vois. Tu vois, bah, je le vois, Kei Kara France, il va se relever, mais en boxe, Kei ne trouve pas son rythme, il trouve pas sa distance, il prend tous les contres. Kei, il va même essayer de le lutter, tu vois, il va essayer de le ceinturer et tout ça, et de le crocheter, mais c'est géré parfaitement par Pantoja. Donc, en fait, et ce que j'ai noté, c'est que Kei Kara France aussi, il frappe beaucoup au corps, mais il remonte pas à la tête, jamais. Tu vois, il met pas d'enchaînement, tu sais, corps-tête, il reste au corps à chaque fois. Ouais, Et le front d'arrêt dans la magnifique. fin du round 2 de Pantoja. Il est magnifique. Il est Oh là magnifique. là. Et même en termes de responsabilité défensive, hein, Pantoja, je l'ai pas trouvé mauvais sur ce combat. Il y a des combats où il prend plus de frappes que ça, où justement il s'expose un peu plus. Là, tu sens que les mains, elles sont bien hautes, les coups sont bien bloqués. Il l'a mangé sur tous les domaines. Il aurait pu faire un combat Après, exclusivement de pied-point, il l'aurait fini en pied-point. oui, je suis d'accord. Après, honnêtement, c'est parce que le répondant de Kei Kara France, il était pas là aussi, hein. Tu sais, par rapport à un Moreno ou un Royval, justement, où là, tu sais, tu sens que c'est la guerre. Là, la guerre, en fait, elle était pas déclarée du côté de Kei Kara France. Elle était déclarée que d'un côté. C'était une guerre froide. Tu vois, il a Ouais, rien mais mis de spécial. parce que déjà, techniquement, c'est un cran en dessous, donc il compte surtout sur son punch, sur sa droite. Et surtout que après le premier round qui vient de passer, il était parano sur la lutte. Il voulait plus Ouais. retomber. Il sait que s'il tombe, il se relève plus. Hum. Donc tu peux Et plus Pantoja, ça, boxer. il le comprend, hein. Pantoja, il le comprend parce que tu vois, dans le round 3, je mets Pantoja part à la guerre en boxe pour le coller à la cage et amener, après avoir ceinturé dans le dos. Il va reprendre le dos, remettre le triangle de corps, sauf que cette fois-ci, ça y est, il a décidé, c'est le moment. Maintenant, je te finalise. Et tu vois cette lucidité, cette patience de Pantoja qui laisse, tu sais, enfin, il le laisse pas, mais tu vois, il y a Kekara France qui retire bien la main, tu sais, parce que c'est la main qui va derrière la tête que tu dois retirer. Mais le bras, il est tellement fort sous le corps. Tu sens qu'il y a tellement de pression la main. En fait, c'est limite que pour finaliser la fin de l'étranglement, parce que la pression, elle est constante. Même quand il retire la main, la pression, elle est constante. Et tu vois qu'il remet la main, qu'il remet la main, qu'il remet la main, mais il la met même pas derrière la tête. Tu sais, il la pose Non, sur son front. Ah, il la met là, il la met ah, sur sa tempe, et ça suffit pour que le manque d'air, bah, et le manque d'oxygène et le manque d'oxygénation, en fait, du cerveau, puisque on sait que c'est un étranglement sanguin, donc ça vient pas tout de suite, c'est le sang qui ne passe plus, donc qui n'oxygène plus le cerveau, et donc, au bout d'un moment, bah, t'es obligé de taper ou tu t'endors. Et tu sens qu'en fait, la pression s'est jamais relâchée. En fait, l'afflux de sang n'est jamais revenu, et il ne peut que taper à un moment, quoi. ça, c'est ça. En fait, tu sais, des fois, t'es pris dans un étranglement.
Et puis tu sens que ça fait plusieurs secondes que le mec serre et que ça commence un peu à tétaniser, la pression est moins forte. Là, Mm. t'as l'impression que Pantoja, il peut serrer tout le round. Franchement, la sensation Ouais. qu'il te donne, c'est qu'il peut serrer ça pendant 2 minutes non-stop. Ça veut dire que, ouais, tu tapes. Je pense que tu lâches Mm. psychologiquement. Tu dis de toute façon, ça y est, là, ça y est. Puis de toute façon, j'ai envie de te dire, même psychologiquement, tu sais que t'as rien à faire. Le combat, il est perdu d'avance. Tu sais, il y a un moment, je crois que tu le comprends. Ouais, ça y est, c'est trop, c'est fini. Je peux rien Ouais, faire. c'est vrai, Donc, rares sont les combattants qui ont ce truc de se battre jusqu'à la dernière seconde, tu vois. On va pas se mentir. Tout le monde est humain. Quand tu vois bien que dans tous les domaines, t'as la ramasse, ouais, ça y est, tu sais que ça y est, c'est foutu. ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis tu vois, en plus, quand il sert, pareil, il y a un grimace pas plus que ça, tu vois. Tu sens que l'effort, il est là, il produit l'effort. Bon, c'est normal, hein, ça reste un humain. Mais effectivement, c'est pas genre, il est pas dans le mal à, tu vois, essayer de grimacer, ah, je sers tout ce que je peux. Non, tu sens que techniquement, c'est propre, en fait. C'est qu'une question de temps. Ouais, mais parce que comme je te dis, il y a pas de précipitation parce que finalement, même si c'est pas maintenant, même s'il sort, il sait qu'il l'aura après. Il va le finir dans tous les cas. Ouais, je suis d'accord. Moi, il m'a Je suis vraiment, d'accord. vraiment impressionné. Je kiffe énormément de combats, mais je suis rarement impressionné par un combattant. Et Pantoja, il m'impressionne de fou. Ouais, ouais, moi aussi. Moi Il me aussi. met de Vraiment, l'intérêt. Il me met de l'intérêt pour une KT où j'avais pas d'intérêt. Tu vois, où on sortait des trilogies, quadrilogies, Figueiredo, Moreno, etc. Et ça commençait à tous nous saouler. Et l'arrivée de Pantoja me fait vraiment kiffer cette KT. bah parce que c'est simple et efficace, en fait, tout simplement. Tu vois, il n'y a pas de fioriture. C'est un jeu qui est basique mais efficace. En fait, le truc, c'est qu'on l'a dit dans cette KT, le souci, c'est génial, hein. C'est beau, techniquement, c'est propre, ça va vite et tout ça. Mais en fait, ça va trop dans tous les sens. Tu sais, c'est trop super guerrier. T'as l'impression, tu sais, quand tu regardes un Dragon Ball Z et qu'ils font, tu sais, pour économiser des dessins, Ah, où tu vois que des piou, 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 tu vois. C'est exactement ça. Bah là, ils ont un peu plus de budget et puis ils nous laissent regarder la technique, tu vois. Et avec Pantoja, en fait, tu peux apprécier la technique. C'est pas genre, putain, t'as à peine commencé à analyser ça qu'il est déjà sur trois techniques d'après. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on aimait moins analyser ces combats-là, pas parce qu'on aimait content. les regarder, mais pas les analyser, parce qu'en fait, il y a trop de choses à dire. Avec Pantoja, c'est beaucoup plus carré, tu vois, c'est plus posé, et c'est une domination qui est quand même extraordinaire. Par Ça contre, qui est oui, je d'autant suis plus fort. d'accord. Parce qu'on sait que dans ces KT très légères, stabiliser quelqu'un, c'est très compliqué. Ça bouge dans tous les Mhm. sens. Et lui fait Oui. partie des seuls qui, quand il prend une position, peut te fixer pendant tout le round. Ah oui, ah oui, même Ça rend, au-dessus. et en étant actif aussi, tu vois, c'est pas pour bloquer le jeu, c'est en étant actif Hmm. aussi. Donc c'est ça qui rend le truc lisible. Et ouais, j'aime beaucoup. Ouais, moi je me souviens contre Royval quand il était dans la demi, grosse On l'a pression dit. mâchoire, passage et tout. Ouais, non, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et par contre, ouais, c'est vrai que ça donne de l'intérêt pour cette KT, mais à la fois, juste pour le côté comment il va, en fait, comment il va finir. Parce que l'intérêt, par contre, sportif de est-ce qu'il peut perdre, tu sais, quand on dit les meilleurs combats, c'est quand il y a de l'incertitude. Là, la seule incertitude qu'on a, c'est en fait, est-ce qu'il va le finir debout, est-ce qu'il va le finir au sol, est-ce qu'il va le finir par un étranglement arrière ou par autre chose. Tu vois, c'est vraiment ça. Parce que l'adversité, autant contre Asakura, ouais, bon, peut-être un petit peu, tu vois, et encore. Mais là, sinon, pour le reste, non, j'ai pas Ah, de... Enfin, le prochain c'est Van. Van, il apporte quand même quelque chose d'intéressant, même si sur le papier il sera loin, loin, loin d'être favori. Écoute, moi, ça me dérange pas plus que ça. On critique souvent les champions qui ne combattent pas, qui défendent pas leur ceinture beaucoup. Sur ce type de KT, pour moi, il doit fixer un record. Voilà, faut battre un record de hmm, défense de ceinture. oui. C'est à l'UFC de lui trouver des concurrents. Hein. Lui, il affronte tout le monde de toute façon. Donc, à l'UFC de faire son taf. Je pense pas que ça soit une bonne solution de monter, parce que physiquement, il perdrait trop. Tu vois, Et il veut c'est. pas, hein. Non, mais il a Il l'a raison. dit, hein. Il a raison. Il a dit, ma KT c'est celle-là et je veux régner longtemps. Voilà. Il a raison. Tu vois, voilà, c'est la mentalité, c'est ce qu'on reproche aux nouveaux champions. Voilà. Moi, Oui. j'aime bien. Je suis ok. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et effectivement, le prochain, donc c'est Joshua Van. Ils ont fait le face à face dans la cage. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce face à face, c'est que tu sais, il y a vraiment
Tu sais, on parlait de son côté dans le visage poker face et tout ça. Déjà, il est arrivé, il l'a laissé monter. Ils ont discuté ensemble, tu vois, genre lui, Joshua Van tout content, tout fier d'être là, d'être resté proche de la cage parce qu'ils l'ont laissé sur une chaise à côté, tu sais, pour que ils avaient dans l'objectif de le faire monter. Il lui a mis une petite tape derrière la nuque, genre allez, vas-y, allez, viens, on fait le face à face. C'est même lui qui a demandé, bon, on fait le face à face, allez, viens. Et dès qu'il a fait le face à face, pour moi, déjà, ce premier face à face, il est gagné par Pantoja. Tu l'as vu ou pas le face à face? Ouais. Ouais. Il l'a regardé, son visage est redevenu comme au début du combat. C'est vraiment fou, tu sais. Et tu vois que Joshua Van, il était en face, et je pense que là, à ce moment-là, il a pris conscience quand même de l'aura de Pantoja. Parce que déjà, c'est lui qui se retourne le premier. Tu vois, vraiment, pour le coup. Et tu sentais qu'il y avait, il était en face, mais il y avait un petit malaise. Il était pas prêt, tu vois. Autant, tu sais, quand tu fais des face à face, tu sais, là, pendant la Fight Week, tu sais que ça va arriver. Là, il savait que ça pouvait arriver, mais la différence entre Pantoja et lui, c'est que en fait, Pantoja, lui, il est tout le temps prêt. Là, Joshua Van, tu sentais que en fait, il fait peur quand même. C'est vraiment, en fait, il est impressionnant quand même quand tu l'as à 2 centimètres de ton visage. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, ça reste un combat inédit, donc c'est toujours intéressant à voir. Euh, on verra, mais ouais. Honnêtement, même sans analyse, je donne peu de chance. Actuellement, comme tu l'as dit dans la KT, je vois personne prendre Pantoja. En fait, le problème, Le si, seul parce qui que peut là, battre pour le coup, Pantoja, c'est sa propre motivation. Et il a l'air tellement déterminé actuellement. Tu vois, tu sens encore la haine dans ses yeux. Tu vois, le mec ouais, veut ouais. gagner. Là, il commence à prendre des sous. Là, il commence à mettre sa famille à l'abri. Il va pas lâcher le steak tout de suite. Là, c'est mort. Non mais attends, le mec il vient de tellement loin, faut rappeler que le mec il a combattu avec une pneumonie qu'il avait attrapée parce qu'il était livreur Uber et qu'il était sous la pluie sur son scooter. Il est parti combattre contre un, je sais plus contre qui d'ailleurs, je me demande même si c'est pas contre Royval à l'époque, enfin je sais pas, mais contre un gros combattant où il avait été l'affronter, il avait gagné alors qu'il était sous pneumonie parce qu'il livrait des sandwichs à la bourgeoisie brésilienne. Donc ouais, non, c'est un mec, il a connu le pire. Donc derrière, il ne veut connaître que le meilleur, tu vois. Effectivement, il va pas lâcher le steak. Et puis tu sens que c'est le genre de personnes qui sont tellement, qui viennent tellement de loin, tu sais que même pour les sortir de ça, tu sais, de cet état d'esprit, c'est compliqué. Ouais. Tu vois, ouais, c'est compliqué. Tu vois, comme disait Oliveira, parce qu'Oliveira, certes, il a perdu le combat, mais j'ai bien aimé le discours. Il a dit, hey, j'ai vécu des choses tellement chaudes dans ma vie, que ça soit sa maladie, que ça soit le fait de vivre dans des favelas, il a dû voir des trucs de malade. Il a dit, je pars de tellement loin, qu'est-ce qui va me faire peur? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui va m'impressionner? Qu'est-ce qui va me faire peur? Rien ne peut m'atteindre. Je peux perdre, mais rien ne m'atteindra. Et là, tu sens que Pantoja, c'est un peu la même chose, quoi. Rien ne peut l'atteindre. Tu peux lui mettre qui tu veux, n'importe quel Joshua Van en face de lui, ça va pas voilà, ça va pas chercher bien loin, tu vois. Maintenant, Joshua Van, de ce que j'ai vu, parce que là, pour le coup, comme on a vu les deux combats l'un derrière l'autre, le fait qu'il soit quand même unidimensionnel. Alors certes, sa boxe elle est extraordinaire, sa boxe anglaise. Certes, il a la foudre dans les poings. Il peut te mettre KO ou knockdown dans tous les combats. Il peut mettre un mec knockdown. Il y a pas de problème. Mais c'est tellement varié, tellement vaste, techniquement de l'autre côté, que il va pas savoir où donner de la tête. Alors jusqu'au dernier round, il faudra être vigilant, parce que là, il nous l'a prouvé encore contre Royval. Il peut, à la dernière seconde du dernier round, il peut te mettre knockdown. Mais il va falloir survivre au reste. C'est ça le problème. Donc, bref, on aura la réponse dans quelques mois. Parce que là, pour le coup, autant il n'y a pas trop de certitude sur le prochain combat, tu sais, sur la suite de Topuria, autant là, je pense que de toute façon, c'est acté. Tu sais, le fait que, parce qu'autant Dana White, il était pas d'accord pour Paddy Pimblett qui rentre dans la cage, enfin, sur le combat d'après, autant là, pour le coup, ils l'ont mis dans les conditions pour monter, donc c'était fait. C'était fait d'avance. Ouais. Donc bon, bref, on enchaîne avec le dernier combat, le main event de cette UFC 317. Déjà, quand on arrive là, déjà, tu vois, moi j'arrive ici, déjà je suis chaud bouillant. Tu sais que j'ai vu les combats d'avant, il y a pas un combat qui m'a ennuyé. Tu sais, des fois t'as toujours un combat un peu chiant au milieu. Là pour le coup, c'était pas le cas. Alors j'adore le MMA féminin, mais pour une fois ils ont pas mis de combat de MMA féminin au milieu. C'est peut-être
Non, je suis dur. Non, non. Parce qu'il y a des combats féminins. Tu mets un Weili Zhang, par exemple, il y a pas de problème. Bref. Et donc pour le coup, Charles Oliveira contre Ilia Topuria pour la ceinture vacante des poids légers. Écoute, déjà, avant de rentrer dans le combat, je sais pas ce que t'en penses, mais dans la Fight Week, tu sais, on a vu qu'il y avait des chemins de victoire pour Oliveira, autant dans la Fight Week, en fait, j'avais plus aucun doute sur le fait que Topuria il allait remporter ce combat assez facilement. Tu sais, il arbore une confiance en lui qui est tellement forte, juste avec une chose. Quand il lui dit, juste, écoute. C'est ce que j'en ai parlé avec ma femme. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ma femme. J'en ai parlé avec ma femme, justement, avant. Quand le mec, il dit, écoute, c'est pas contre toi. Mais juste, en fait, je vais te battre. Mais en fait, j'ai rien contre toi, mais c'est normal. T'es juste ce qui me sépare de la ceinture. Et c'est tout. C'est normal. M'en veux pas, en fait. Je vais te mettre KO au premier round. Mais c'est pas grave, c'est juste comme ça. Sois prêt, je t'ai prévenu. Tu sais, il a tellement de confiance en lui que tu dis non, ce mec-là, il peut pas perdre. Ouais, on le sait, hein, la confiance, ça joue énormément. Quand t'as cette aura, tu- jusqu'à ta première défaite, en général. C'est vrai que Bien quand tu sûr. perds, tu perds justement tout cet avantage que t'as. Mais c'est vrai qu'actuellement, il dégage un truc qui fait que, et à chaque victoire, ça monte en plus son aura. Donc franchement, tu peux plus parier contre lui, en fait. Tu peux plus parier contre lui. Il met KO tout le monde. Mais on pouvait déjà pas parier contre lui. Je te rappelle qu'on l'a mis tous les deux vainqueurs de ce combat, même si on trouvait le combat plus serré après analyse, mais on le mettait quand même vainqueur de ce combat-là. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu peux plus parier contre lui. Il est en pleine confiance et et en fait, ouais, il est animé de quelque chose qui va au-delà du sport, j'ai l'impression. Mais non, mais ce que j'aime, par contre, chez lui, c'est qu'il l'a dit après. C'est ça que je cherchais. Pendant que j'étais en train de parler, j'étais en train de broder, j'étais en train de rechercher ce que je voulais dire. En fait, il dit, j'ai conscience, et c'est ça que j'aime. J'ai conscience que je peux perdre. En fait, je ne suis pas invincible. J'ai conscience que je peux perdre. C'est ce qui fait que je travaille comme un acharné, tu vois. Et en fait, c'est ça que j'aime chez lui. C'est-à-dire que même si son aura et sa confiance montent, ça lui monte pas suffisamment à la tête pour se dire, tranquille, je suis trop fort, tu vois. Il va toujours Non, bosser de plus en plus fort, tu vois. non, ça c'est une certitude. Ça, il n'y a pas de doute de toute façon. Mais c'est un peu le discours que Doumbé avait. Tu vois, j'ai conscience que je peux perdre, c'est pour ça que je m'entraîne si fort. Il y a aussi un peu d'aura. On va dire que c'est une nouvelle version de McGregor quand même, Topuria. Il y a beaucoup de similitudes, hein. Dans le comportement, je parle. Quand Connor il monte, il y a pas mal de similitudes. Ouais, ouais, dans le comportement et encore parce que pour moi je les dissocie quand même les deux. Parce que Connor il était dans un trash talk où il voulait rentrer dans ta tête, mais rentrer dans ta tête avec du sale. Tu vois, je suis le roi de Rio, tu vois quand il rentre dans la tête de José Aldo, il lui fait du sale, tu vois. Alors que Topuria, finalement, ça reste respectueux pour l'adversaire. Je sais pas si tu vois ce que c'est vraiment juste non en fait, tu vois, ça va arriver, c'est tout, tu vois, c'est pas grave, je te respecte. D'ailleurs, il l'a dit, hein. Il a dit pour Oliveira, il a dit c'est dur de faire du trash talk sur un mec comme Oliveira parce que en fait, ce mec-là, c'est la bienveillance à l'état pur. Tu vois, c'est vrai, tu le vois, même là, il a donné beaucoup de respect à Topuria. Mais c'est vrai que ça reste un mec bienveillant, tu peux pas ne pas l'aimer, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que lui, c'est pas grave. Connor, à l'inverse, quand il y avait de la bienveillance, et on l'a vu contre Poirier, alors pas contre Cerrone, mais contre Poirier 2, puisque Ouais. c'était leur deuxième affrontement, quand il y avait pas justement ce truc où psychologiquement il rentrait dans la tête de l'adversaire, et ben le résultat il était complètement différent. Topuria, Ouais, lui, tu rentres dans la tête ou pas dans la tête, c'est pas grave, ça sera pareil. je suis d'accord, mais quand il y a le combat Connor contre Poirier 2, c'est déjà la fin de Connor. On est déjà sur Je la suis fin de d'accord. Connor. Trash talk ou pas trash talk, ça aurait rien changé. Je suis d'accord. Mais il y a quand même une trajectoire. En fait, là où il y avait sûrement de l'inspiration au début, il y a de la dissociation aujourd'hui. Ouais. Il le fait pas de la même manière, tu vois. Il est beaucoup plus smart, tu vois, dans la manière de faire. Eh Et ben, tu sais, il y a beaucoup de monde qui, tu sens qu'il s'est beaucoup comme, inspiré. De toute façon, il s'en est jamais caché. Hein. Connor, Hmm. il a été très fan de Connor et c'était une inspiration. Mais espérons qu'il gomme justement toutes les erreurs que Connor a fait et qui prennent que les bons côtés.
Bah, c'est l'avantage quand t'as eu le vécu de Connor, tu vois, et que t'as vu en fait ce qui a fait que derrière ça marchait plus. C'est que derrière tu peux t'en inspirer et ne pas refaire les mêmes erreurs. Si tu refais les mêmes erreurs, c'est que t'es con. Non mais tu sais, faut dire ce qui est. Si tu refais les mêmes erreurs, c'est que t'es con. C'est que t'as pas appris des erreurs de l'autre, tu vois. Donc oui. Non, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et ce qui me fait rire, c'est par contre, c'est que, enfin, ce qui me fait rire. Non, ce que je constate plutôt, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Topuria, qui n'aiment pas le personnage. Mais j'ai envie de, tu sais, je les renvoie. Alors pour ceux qui étaient là à cette époque-là, mais à McGregor de l'époque. Moi, je me souviens que McGregor, je l'aimais pas du tout à la base. Quand il a commencé dans son ascension, en fait. J'aimais pas McGregor. Je le trouvais arrogant et tout ça. Et j'ai appris à l'aimer quand il a confirmé. Là, Topuria, il est en train de confirmer. Donc les gens qui l'aiment pas aujourd'hui, je suis sûr que dans quelques années, ou même quelques semaines, quelques mois, tu vois, je veux dire, ils vont commencer à l'apprécier. Parce que, en fait, il force l'admiration. C'est tout, c'est comme ça force l'admiration. Là, en fait, si tu veux, moi, ce qui me dérangeait avec Connor et ce qui peut déranger avec Topuria, c'est que là, il est en train de battre toutes les légendes que les gens adorent. Tu vois. Quand je vois Oui. Connor mettre KO José Aldo, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Hum, Et là, quand tu vois Topuria mettre KO Volka, mettre KO Holloway, mettre KO Oliveira, c'est des mecs qui ont énormément de fans. Finalement, t'es dégoûté pour tes combattants préférés. Mais une fois qu'il aura battu tout ce monde-là, en fait, c'est lui qui va prendre leur place dans le cœur des gens. Le mec, tu seras oui. obligé d'avouer que le mec est trop fort. Il est trop T'es fort. déjà obligé de l'avouer. T'es déjà obligé de l'avouer. Même si c'est des champions sur la fin, entre guillemets, ce Ah, qu'il si leur c'est enfin, fait, c'est ce que enfin, Holloway personne. n'est pas enfin, hein. Holloway n'est pas enfin. Je suis d'accord, je suis d'accord. Pour Holloway, je suis d'accord. Mais et même Volkanovski, quand tu regardes ce qu'il a fait à Diego Lopez, tu te Regarde. rends compte que c'est pas la fin non plus. Alors c'est le début de la fin, mais bon, voilà. Mais en fait, il te fait croire que, tu sais, limite, il est tellement fort et dominant que qu'il te fait croire que c'est la fin. Tu vois, C'est c'est ça. vraiment ça. Non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et vraiment pour le coup, ce combat est impressionnant parce que tu vois, j'ai écouté, tu sais, maintenant je reprends le métro, donc j'écoute un peu tout ce qui se passe. Hein, j'ai plus le choix, j'ai du temps à perdre. Il faut le métro, c'est ça. Donc métro égale podcast. J'ai écouté La Sueur ce matin, justement, où il disait que il trouvait que justement il y avait eu des choses où Topuria il avait pêché un petit peu dans le début du combat et que genre ils ont fait un parallèle entre Volkanovski, Holloway et là Oliveira où il disait que dans les deux combats, il y avait, tu vois, par exemple, Volkanovski gagne le premier round avant de se faire mettre KO dans le deuxième. Holloway, il était en train de prendre l'ascendant sur Topuria avant de faire mettre KO dans le troisième. Et que là, effectivement, il y avait des moments chauds pour Topuria avant qu'il mette le KO dès le premier. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il a dominé tous les aspects du combat, du début à la fin. Du début à la Ah, fin, il a tout dominé. Je vois pas, en fait, où est-ce qu'il y a une domination d'Oliveira, là, pour le coup. non, pas du tout. Il y a le premier échange. Le tout premier échange où il rentre direct dedans, en fait. Où il prend un Mhm. bras arrière. Topuria, il Oui, prend un bras arrière. Mais, euh, mais il c'est tout. bouge pas. Il y a rien du tout, en fait. Il y a pas de souci. Il prend un bras arrière et il prend un uppercut. C'est les deux seules frappes significatives qu'il prend ce combat, si on peut appeler ça un Ça bouge combat, parce pas. qu'il a Alors, duré que 2 minutes 30. il prend un bon calme. Dès le début, il prend un bon calme, mais tu sens que, bon, il y a pas de souci. De toute façon, je suis prêt à les prendre. Et Oui, oui, oui. à côté de ça, franchement, il commence à imposer son jab très rapidement. Tu sens que non, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant dans tous les domaines. Et c'est là où c'est Ah, vraiment fort, c'est que c'est dans tous les domaines. on va reprendre le truc étape par étape, parce que franchement, il y a eu 2 minutes 30, mais c'est 2 minutes 30 où il s'est passé quand même beaucoup de choses, et qui ont donné beaucoup de réponses aussi, sur Topuria. Il envoie le jab cross, Topuria, qui est suivi d'un crochet d'Oliveira. Ça, c'est la frappe qu'il prend flush. Il la prend bien. Tu sens que il accuse le coup, mais ça bronche pas. Parce que, ouais, voilà, ça bronche pas. T'as Charles Oliveira qui shoot, qui colle à la cage. Enfin, qui shoot, qui vient coller à la cage. Et t'as Topuria qui arrive, tu sais, déjà, parce que, tu vois, ils disent, ouais, Oliveira, quand il l'a pris, c'est lui qui dominait, qui savait où l'amener et tout ça. Ok, d'accord, il l'a amené jusqu'à la cage. En même temps, il allait pas le contrer au milieu de cage. Il allait attendre d'être à la cage comme ils font tous pour contrer. Topuria, il vient, il remet intelligemment l'underhook. Il commence à mettre quelques frappes d'abord. Il remet l'underhook. Et là, t'as Oliveira qui essaie de l'amener. Et ce que j'ai aimé, c'est que Topuria, tout de suite, et j'en ai parlé avec Ahmed là tout à l'heure qui nous fait les miniatures. En fait, là où il aurait pu essayer de contrer et il se serait fait avoir, il va plus loin que l'action. Tu sais, on en a parlé dans l'analyse.
sur le fait de se relever. Tu sais, c'était, je sais plus c'est Bryce Mitchell qui essayait de le renverser et qu'il a pris un peu de distance pour remonter sur Bryce Mitchell. Il a fait exactement la même chose, mais version lutte. C'est-à-dire qu'il a sauté plus loin pour rester à plat au sol, enfin donc et rester au-dessus, en top position. Et tout de suite, il est revenu central pour se retrouver dans la garde d'Oliveira. Donc il l'a contré de cette manière-là. J'ai trouvé ça très intelligent. En tout cas, C'est de la plus Gréco, hein. qu'intelligent, c'est un très beau réflexe. Tu vois. C'est un réflexe de Gréco, hein. Parce que tu sens, il vient de la Gréco et tu sens que quand il a le bras sous l'aisselle, franchement, c'est chaud. Il a une puissance dans Ouais. ce mouvement, on sent, parce que c'est même comme ça qu'il retourne Bryce Mitchell, je crois, il le jette comme un enfant. Tu sais, il lui met le bras sous l'aisselle, Ouais. il le remet sur le dos. Non, franchement, c'est son mouvement, c'est un mouvement qu'il maîtrise parfaitement. Il se retrouve au-dessus, derrière, il passe la garde avec une facilité. Toreando. Il se lève, il met la main sur le genou, juste, Toreando. Il vient et fait le mouvement de volant. Alors, Toreando, en fait, c'est quand tu viens et que en kimono, en fait, tu vas prendre les deux pantalons et tu vas venir et tu vas faire un mouvement de volant, en fait, pour mettre ton adversaire perpendiculaire à toi. En nogi, tu vas le faire avec un contrôle plus genou-hanche, où tu vas venir et pareil, tu vas rentrer le genou et tu vas le faire passer. Boum. Et tu parlais en plus dans l'analyse du genou-estomac. Son genou, il est tout de suite calé. Alors, il est pas en genou-estomac, mais il est tout de suite calé à la hanche, directement. Donc vraiment très facilement. Il vient, Oliveira, il arrive à recomposer la demi-garde. Il repasse la demi-garde. Derrière, non, attends, je suis même pas sûr. Bref, en tout cas, il le prend en crucifix. Ouais, il Alors, recompose, il arrive à ressortir. Donc il lui passe 2 fois la garde. ouais, Il prend le crucifix du haut. Et là, Oliveira, ah non, non, je dis une connerie. Il prend le crucifix d'abord. Il prend le c'est crucifix ça. et de là, Oliveira recompose la demi-garde. Là, il essaye de passer de la demi-garde et là, t'as Oliveira qui le bascule sur le côté pour attaquer la jambe. Tu vois. Et là, quand je vois ça, que je vois qu'il a la jambe enroulée et qu'il a bien pris le truc, je me dis, ah, Oliveira, il y a quelque chose. Tu vois, pour le coup, je me dis, il y a quelque chose, Ouais, mais mais il non. réagit tellement bien. Ouais, mais non. Parce qu'en fait, je me dis, tout va dépendre de comment je le vois défendre et quand je vois comment il se place. Bah Je me dis, oui. ça y est, c'est mort. Non, mais moi, je te parle avant la défense. Je te parle quand le moment où il a la cheville dans le bras et qu'il a la jambe passée par-dessus. Tu Non, vois, là, là, oui, je me dis, il y a un truc, tu vois. ouais, Mais quand tu vois qu'il se retourne et qu'Oliveira essaie d'attaquer la compression, ce qu'il fallait faire, hein, parce que t'as la jambe pliée, tu fais dos, il essaie de remonter, et que là, Topuria se remet tout de suite face. Et c'est ça en fait l'intelligence, et c'est là que tu vois qu'il est bon en grappling. Parce que en général, ce qui va se passer, quand tu fais ça, tu te retournes. Le mec essaie d'attaquer la compression, tu vas essayer de fuir. Plus tu vas fuir, plus ton adversaire, s'il a une bonne compression, s'il contrôle bien, il va réussir à venir te ceinturer au niveau des hanches. Et en fait, tu restes dans la position qui l'arrange lui, dans la compression. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est revenu face. Et en fait, quand il est revenu face, il a réussi à pousser, tirer sa jambe. Ce qui fait qu'il a sorti la ligne de genou. Quand la ligne de genou, elle est sortie, t'es sorti. Il n'y a plus de problème. Là, il s'est relevé, il a compris qu'il y avait du non. Il a hésité à y retourner, hein. Mais il s'est dit non, je reste debout, kick ouais. dans les jambes, jusqu'à ce que Godard les relève. Godard les relève, c'est le début Après, de la c'est fin. vraiment fort. Ce qui est fort, c'est qu'on sait que, bon, il vient du sol, Topuria. Il a un passif en jiu-jitsu, mais il a mis l'accent sur l'anglaise ces dernières années. Et très souvent, quand tu mets l'accent sur une discipline, tu faiblis dans l'autre. Tu vois, c'est logique. Mhm. Tu perds en niveau dans l'autre. Là, le niveau qu'il nous montre, en défense en tout cas, et même en attaque, parce que le passage de garde, le Ah crucifix, oui. etc., franchement, il nous montre un niveau au sol de fou. Sur une Ouais, petite ouais. distance, hein. On n'en voit pas beaucoup finalement. Mais le peu de choses qu'il Ça fait, suffit. c'est au niveau. Mais ça suffit parce que personne n'a fait ça à Oliveira. Personne n'a fait ça à Oliveira. Oliveira, c'est quand même un mec qui, il y a encore quelques années, là, il y a pas quelques années, ouais, il y a 1 an ou 2, il a fait une compétition tu sais, un gala en kimono, il a gagné le combat. Il a fait un gala contre un mec du jiu-jitsu brésilien en kimono, il a gagné le combat. Tu vois, c'est un mec qui est très très fort au sol. Oliveira, c'est quelqu'un qui est très très fort au sol. Là, il a joué avec. Il lui a passé la garde comme un enfant. Il lui a fait un toreando de débutant, enfin comme s'il avait fait un débutant. Moi j'ai l'impression quand je le fais, tu sais, vraiment, tu sais, tu sais facilement, tu sais, hop, tu passes, tu mets le genou estomac, tu sais, limite après tu joues avec. Il a fait exactement ça. Derrière ça se relève, Godard les relève, et là c'est le début de la fin. Et il a fait comme d'habitude, jab, le premier jab. De toute façon tous les jabs.
Ils sont rentrés en plein dans la garde de Oliveira. Tu sais, d'habitude, on met en lumière le fait qu'il prend les crochets. Là, il a pris des jabs. Hein. Et après, fin de jab, ça, c'est ce qu'il fait souvent. Fin de jab, parce que Oliveira, il a envoyé son jab. Il a décalé avec sa fin de jab. Il a envoyé son crochet du bras arrière, qui déjà a éteint la lumière. Il continue avec le crochet du bras avant. Les deux, ils prennent la pointe du menton. C'est ça qui est beau. Les deux prennent la pointe du menton. Et derrière, il tombe. Il envoie 2 coups de poing marteau qui n'ont pas lieu d'être. Il aurait, même s'il avait, vraiment, c'est parce qu'il s'est assuré sa victoire. Parce que franchement, on n'a jamais vu Oliveira avec les yeux révulsés comme ça, tomber par terre. J'avais l'impression de voir Edwards contre Kamaru Usman. Tu vois, c'était le même regard. C'est le regard porté au loin. Encore une fois, tu sais, il a éteint la lumière. Parce que, certes, Oliveira prend des downs, mais il n'a jamais été mis KO de cette manière-là. Encore une fois, là, il a mis KO. Non, c'est trop fort. Franchement, en anglais, c'est trop fort. Écoute, moi, ce que je vois, c'est que malgré la prise de poids, qui, je trouve, hein, dans ce que je vois dans la cage, n'a pas fait une prise de masse énorme. Il n'y a pas une énorme différence. Oui, parce que il n'y a pas une énorme différence. Hein. Il est même plus tanké que Oliveira, qui est déjà un gros lightweight. Ouais. Il perd pas d'explosivité. Toujours aussi fort. Le cardio, plus de puissance même. Inconnu, hein. Le cardio, ça reste une inconnue, mais comme c'est lui qui est en gestion, ça a l'air d'aller. J'ai hâte de voir la suite parce que franchement, mettre KO Oliveira de cette manière, avec une telle facilité, et toujours avec les mêmes enchaînements en fait. T'as l'impression qu'il peut le faire sur tout le monde, que ça va passer sur tout le monde. C'est trop précis. C'est beaucoup trop précis. Comme tu dis, son jab, même avec les mains hautes, il passe systématiquement entre la garde tout le temps. Et pourtant, il est petit. Bien qu'il y ait une différence d'allonge de dingue. Bah ouais. C'est ouf. Ouais, parce qu'attends. Ah oui, mais on voit plus après. Je voulais, parce que tu sais, quand après ils mettent plus les stats, enfin tu sais, les allonges et tout ça, tu sais, sur le truc de l'UFC. Mais oui, il y avait bien 6 centimètres ou ouais, 6-7 centimètres d'allonge d'écart. Je sais plus, j'ai plus le. Attends, je vais revenir. Analyse. Attends, analyse, pronostic. Topuria. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait que ce combat-là. Donc, il y avait 1m75,3 d'allonge contre 1m88 d'allonge. 13 centimètres. Donc, 13. Hein? Comment? 13 centimètres. Ouais. Non, c'est impressionnant. Et ça se voit pas. Dans la cage, ça se voit pas. Une seule seconde. Une seule seconde. Tout ce qui, et tu sais, d'habitude, tu sais, les mecs qui sont un peu plus petits, il leur faut un peu de temps pour prendre leur marque. Tu vois, on a parlé la dernière fois, on a débriefé, comment il s'appelle, celui qui rate son cutting tout le temps, là. Qui a combattu contre Adesanya par le passé, Gastelum. Ah oui. Tu vois. Et Gastelum, on a vu qu'il avait fallu plusieurs rounds pour qu'il commence à trouver sa distance, tu vois. C'est dans le round 3 où il a commencé à trouver sa distance. Finalement, avec Topuria, non, dès le premier échange, il a trouvé sa distance. Dès le premier échange, il était déjà dedans. Ouais, mais ça va être de pire en pire. Pour le coup, ça va être de pire en pire. Parce que il est de plus en plus précis, parce qu'il continue de progresser. Donc oui, non, c'est trop. Franchement, il est vraiment impressionnant Topuria. Je me rappelle qu'il y a quelques années, enfin, ses premiers combats à l'UFC, moi je ne voyais pas du tout arriver à ce niveau-là. Et franchement, c'est très très fort ce qu'il fait. C'est très fort. Là, j'en viens. Ouais, je suis d'accord. Je veux absolument le combat contre Makhachev. Je veux absolument ce combat. Mais c'est ce que j'ai noté en fait. Ça y est, c'est parce que donc il gagne victoire par TKO, par KO, pardon, non pas TKO, par KO complet à 2 minutes 30. C'est-à-dire qu'il a fait un demi-round. Il avait dit premier round, il a fait un demi-round. Il fait la photo, il a limé les 2 ceintures. J'aime bien parce que la ceinture est vacante, mais il a quand même fait la remise de ceinture avec les 2 ceintures. Et en disant après par la suite en conférence de presse qu'il en restait une place pour une 3e. Et ça c'est important. Donc il dit qu'il veut que tous les petits lâches cachés dans la salle, il les veut tous, tu vois. Il parle principalement de Pimblet, pour le coup, il le fait monter dans la cage, chose que Dana White n'a pas du tout apprécié parce qu'il n'était pas d'accord forcément avec le fait que Pimblet monte dans la cage.
Euh, Pimblet dit qu'il lui fera pas la même chose, que ça sera pas la même mayonnaise, que ce que tu veux, tu prendras. Enfin, lui aussi, il a jamais été mis KO, mais bon, pour l'instant, on peut se dire que tout est possible à ce niveau-là. Euh, donc, euh, ouais, voilà, Pimblet il dit qu'il lui fera pas ça, tu vois, que qu'il va terminer Topuria et Topuria le pousse difficilement avec ses deux ceintures parce qu'elles ont l'air de peser bien lourdes les ceintures quand même pour le coup. Et en fait, moi quand je vois ça, je me dis Pimblet, ok, c'est cool, ça, il y a un marché, ok, ça fait vendre, les deux ont une communauté, c'est cool. Mais c'est pas ce que je veux voir. En fait, moi je veux voir effectivement Topuria. Je veux Topuria contre Islam Makhachev et je vais même être plus clair, peu importe la KT. S'il gagne la ceinture au-dessus, qu'il l'affronte au-dessus, ça me pose pas de problème. S'il redescend, ça me pose pas de problème. Pour une raison qui est simple, c'est que il l'a dit, tu parles mal à ma meuf ou n'importe quoi, 5 kilos de plus, 5 kilos de moins, c'est pas grave, je te défonce quand même. Et deuxième chose, Topuria, il a du mal, Makhachev, il a du mal à prendre du poids. C'est-à-dire qu'il va pas être super volumineux dans la cage. Il le dit lui-même, il a du mal à prendre du poids. Donc ça veut dire que potentiellement, finalement, tu vas te retrouver avec un combat qui sera sensiblement le même, tu sais, en termes de gabarit, tu vois, ça sera pas un truc extraordinaire, tu vois. Donc ça me dérange pas. Et pour l'histoire, s'il peut essayer de choper cette troisième ceinture, écoute, pourquoi pas. Ouais, ouais. Écoute, moi j'ai peur quand même de la montée quand même en 77. J'ai peur qu'on ait, parce qu'il va forcément quand même devoir prendre un peu de volume. J'ai peur d'avoir justement là un manque de vitesse, qui perde ses attributs en fait. Je pense que ton corps est quand même fait pour une certaine catégorie de poids. J'ai l'impression qu'à 70 il est bien, même s'il est court, parce qu'il est court. Ça c'est une vérité, il est court. Euh, Tu sais, ouais, je honnêtement, je peux avoir quand même ce combat à 70 kilos parce que je pense que c'est. Alors, on n'a pas vu ce que ça donne Makhachev à 77. oui, Ça reste le champion des 70. Le enfin, le vrai champion. Non, il est plus champion, mais l'ancien champion. Personne l'a battu avec la ceinture. Topuria vient de prendre la ceinture. Moi, c'est, voilà. Pour moi, c'est la KT où ils sont meilleurs. C'est dans cette KT que je veux ce combat. Dans l'idéal. Après, si ça se fait en dans 77, l'idéal. Non mais voilà, dans l'idéal aussi, je le veux à 77 pour que les deux soient au meilleur de leur forme. Tu vois, que ça soit le combat top, tu vois, dans la KT naturelle de l'un et de l'autre. Maintenant, je me dis en 77, tu sais ce qu'Adesanya a fait, c'est-à-dire de monter en 93, mais sans faire une vraie prise de masse. Ça a posé problème. Ça a posé problème pourquoi? Parce que en face, il affrontait un vrai 93 et parce que Adesanya, il a pas un pouvoir de KO. C'est qu'il va te, comme on a dit tout à l'heure, il va te toucher précisément et va te faire tomber. Topuria, je pense qu'il peut mettre KO dans les trois catégories. Et il a pas besoin, à mon avis, de faire une prise de masse de ouf. Il est à 85-86 kilos dans la vraie vie. Donc déjà, il va cutter un petit peu pour être à 77. Tu vois, il va perdre 7 kilos, tu vois, un truc dans le genre. Je le vois pas faire une prise de masse de malade parce qu'il redescendra. S'il le fait, c'est un one shot. Il va pas s'installer en 77. Donc c'est contre-productif de faire une grosse prise de masse. Tu vois, et d'après d'avoir du mal. Il en a marre des cuttings. C'est pas là qu'il va se décider à prendre du poids pour ensuite revenir dans la même problématique de quand il était en 66. Le fait que ça soit Makhachev, en fait, tu te dis c'est l'idéal. Il le ferait pas contre un Ousmane ou contre un Kamaru Ousmane ou un JDM. Tu vois, il montrait pas à ce moment-là. Il le ferait pour un Islam Makhachev. Juste un Islam Makhachev. Pour marquer l'histoire. Troisième ceinture. Tu vois. Et là, c'est faisable parce que la taille, l'allonge, ça sera la même. Qu'ils soient en 70 ou en 77, ça sera la même allonge, de toute façon. Après, c'est dans le gabarit. C'est la puissance. Le fait, il est intelligent, Topuria. Le fait qu'ils disent qu'il ait du mal à monter, qu'il ait du mal à prendre du poids, et tu vois, là, il a dit, la réaction à la victoire de Topuria, t'as vu ce qu'il a mis? Ou pas, Makhachev? Il a mis une photo de sa pizza qui a l'air dégueulasse d'ailleurs, une espèce de calzone bizarre là. Alors les pizzas dagestanaises, je vais te dire que si je pars au Daghestan, ce sera plus pour la lutte que pour les pizzas, je vous le dis. Hein. Et il a dit nous célébrons, tu vois, genre mais tu sens qu'il bouffe, qu'il arrête pas de bouffer. Tu sais, j'ai l'impression de voir un Connor quand il est monté alors avec plus de temps, mais quand il est monté pour affronter justement Diaz. ouais. Donc il galère à monter. Donc il va pas s'installer là-haut, tu vois. De toute façon, en vrai, là, on fait des plans sur la comète parce que Makhachev, il a même pas gagné quoi que ce soit encore dans cette KT. Oui, déjà. Maintenant, si de toute façon, même si c'est amené à se faire, je
pense que Topuria recombattrait d'ici là. Pour moi, c'est un mec qui Oui. a besoin d'être actif, Topuria. Le combat contre Paddy, sportivement, je vois pas bien l'intérêt tout de suite. Il y a des mecs qui devraient passer avant lui, logiquement. Est-ce que l'UFC veut sortir Ouais. Lopez? Je sais pas. Dana, d'après ses dires, il a pas l'air plus intéressé que ça. Maintenant, est-ce que Dana est le seul à De décider? quoi? De ce combat-là? T'as dit quoi? De ce combat-là contre Paddy? Ouais, Dana, il a pas l'air si intéressé que ça. Maintenant, Dana, est-ce que c'est le seul à décider? J'en suis pas sûr. Bah attends, il y a qui, de toute façon, s'il doit combattre? Il a Bah, il y a dit de Saroukian. Geji, voilà. Ouais, mais j'allais y venir à la fin. Tu m'as niqué mon. Il a dit de Geji que si tu me menaces de prendre ta retraite, c'est que peut-être c'est le temps de la prendre. Donc déjà, Geji, hop, on balaye. Derrière, Poirier, bah il va combattre contre Max Holloway. Donc Poirier, c'est retraite. déjà, bah là le temps que c'est trop long, c'est trop Non, loin. mais Poirier, Poirier c'est il va prendre retraite. sa retraite. Non mais même Holloway il va pas combattre tout de suite après. Tu vois, il va prendre un temps pour se remettre parce que ça va être une guerre. Ça, on On a sait que ça déjà va vu. être une guerre ce combat-là. On a Donc déjà vu en ça retarde d'autant. Et on a déjà vu le combat dans la KT d'en dessous. Après, il reste Dan Hooker, Mateusz Gamrot et Arman Tsarukyan. Donc, il reste Tsarukyan. Est-ce que l'UFC va le mettre en première ligne? Je sais pas. Parce que, tu sais, si l'UFC parie sur le fait qu'un jour il faut qu'il s'affronte avec Islam, c'est prendre un risque quand même de lui mettre Tsarukyan dans les pattes. Ouais. Le combat le moins risqué sur le papier, et ça veut pas dire que c'est pas risqué, parce qu'il est toujours surprenant, c'est pas dit. C'est pas dit Voilà. parce que tu t'assures un bon billet, et tu peux même le faire sur une carte européenne, hein. Franchement, ils cherchent, si vraiment ils ont envie de faire un événement en Espagne, comme ils le disent depuis un moment, tu fais un Paddy contre Topuria en Espagne, Il c'est veut pas Dana White. Là, comme justement, c'est ce qu'il disait là tout à l'heure. Là, c'est vraiment un des rares trucs où il est pas, où tu sais, il laisse pas de, tu sais, d'habitude il y a un double langage, il y a une double lecture de son langage. Là, il a dit non, je veux pas le faire en Espagne. En tout cas, il veut pas le faire à Bernabéu, ça c'est sûr. Il aime pas faire des trucs dans les stades de foot. Il déteste ça. Après, je le comprends. En soi, je le comprends parce que la gestion de l'image, du son, de l'événement, c'est toujours mieux quand c'est dans une salle qui est un peu plus condensée que dans un grand stade. C'est quand même j'ai pas 80 ou parlé de 90 stade de 000 foot. personnes, tu vois. J'ai pas parlé de stade de foot, j'ai juste dit en Espagne. Oui, oui, certes. Oui. Mais c'est vrai que là, tu t'attires le public anglais, français et espagnol. Ouais, franchement, ça serait incroyable. Ça serait incroyable parce que y a pas d'intérêt que Topuria combatte en Angleterre. Non, Topuria, lui, c'est un Non. mec, il va Ah combattre aux oui. États-Unis. Ça y est, ça devient une grosse star. Il va vraiment être sur les grosses cartes. Moi, je le vois potentiellement recombattre Topuria là pour le Madison Square Garden en novembre. Ah. Bah maintenant qu'il y a plus dans l'équation John justement Jones. John Jones, effectivement, même si tu fais, admettons, parce que je crois qu'il cible octobre ou novembre pour JDM Islam. Tu mets JDM Islam et Topuria contre Paddy, admettons, au Madison Square Garden, ça a de la gueule. D'avoir les deux sur la même carte, ça a beaucoup de gueule. Si les deux gagnent, là, tu construis un storytelling de malade. Parce que déjà, là, il y a un storytelling entre Paddy et Topuria, parce qu'ils se sont déjà embrouillés, parce que derrière, il y a eu déjà tu sais, le jet de bouteille, enfin, tu sais, ou je sais plus c'était quoi, mais tu sais, dans un espèce de bar d'un hôtel où ils s'étaient embrouillés, où il y a une haine entre les deux, où justement, on s'était dit, ils s'affronteront jamais parce que Topuria est dans la caté du dessous. À l'époque, on voyait pas ce combat arriver. Aujourd'hui, on le voit arriver. Il est là. Paddy, il est super confiant. D'ailleurs, quand tu regardes dans le public, des trois, celui qui était le plus enclin à accepter ce combat, c'était lui. Parce que même Tsarukyan, il est confiant, mais tu sentais que dans le regard, tu sais, ça me faisait penser un peu. Attends, c'était quel combat où, genre, dans le public, les mecs, ils étaient là, ils se regardaient, genre, putain, j'ai peut-être pas Je me envie d'être rappelle, le prochain. Putain, c'était quel combat? Putain, c'était c'était quel combat? Topuria. C'était Topuria qui faisait une tête de ouf avant d'affronter Holloway. Quand Holloway avait mis KO Geji. Ah! Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois, ça a pas ça a présagé de Ouais, rien. tu vois, Mais ça oui, m'aurait dit effectivement, on en avait parlé à cette époque-là. Ouais, c'est vrai.
Donc bon, c'est vrai que ça peut se faire. Ça peut se faire. Écoute, moi si ça se fait, je vais pas bouder mon plaisir non plus parce que je pense que c'est un combat. De toute façon, j'ai envie de te dire, c'est un combat qui se fera un jour ou l'autre. Donc on le voit maintenant ou qu'on le voit demain, c'est pas grave, tu vois en soi. Tu sais que Tsaroukian passe avant ou que Tsaroukian passe après, que ça me pose pas de problème. Ça me pose aucun problème. Alors légitimement, Tsaroukian, c'est normal, c'est le numéro 1, il devrait être là. Mais bon, on sait que derrière il y a punition de l'UFC, donc on verra ce que ça donnera. Ouais. Ouais. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Mais Dana White était bien content par contre, hein. Il était tout sourire. Ah, ça s'est passé exactement comme lui le voulait. Par contre. Non, c'était cool, hein. C'était cool ce petit UFC. Je suis vraiment content de comment ça s'est déroulé parce que ça présage du bon pour la suite. Enfin, tu vois, il y a des projections pour la suite. C'est bien. On a fait le tour? T'as des choses à rajouter? Non, je vais aller rattraper les combats que j'ai pas vus. Et voilà. Joshua Van, Brandon Royval. C'est ça qu'il faut que tu rattrapes. Ta priorité, elle est là, mon ami. Elle est là. Ok. Ok, bah écoute, on a fait le tour. Désolé hein, pour l'actu qui n'est pas sorti la semaine dernière. Je le dis là maintenant. On avait réfléchi à peut-être l'enregistrer les deux d'affilée, mais en termes de temporalité, ça va pas être possible. Donc on va juste décaler un petit peu l'actu. On va faire comme la dernière fois. On va faire une actu à 10 jours. Alors certes, il y aura des sujets qui sont déjà froids. Après, vous savez, on n'est pas dans l'actu chaude, nous, on est dans le fait de parler de l'actu qui s'est passé dans la semaine ou dans les 10 jours quand on a un petit problème de timing. Bon, bah voilà, c'est comme ça arrive. Donc on va le faire, il n'y a pas de souci, on fera une actu globale en fin de semaine. Ça sera, ouais, 2 semaines d'actu. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, vous aurez notre avis sur tout ce qui vous intéresse. Vous mettrez ça en parallèle avec ce que vous avez déjà entendu ailleurs. C'est pas grave, nos avis seront soit les mêmes, soit différents, mais ils seront en tout cas estampillés Tatami Connexion. Donc ça, c'est le principal. Voilà, on a fait le tour. En attendant, dites-nous ce que vous avez pensé de cette UFC 317 en commentaire. Est-ce que c'est important? Ce que vous avez pensé des combats? Faites-nous vos projections pour la suite aussi, pour les combats pour la suite, si jamais vous avez certaines idées. Et puis en attendant, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit. Et le lien vers un portfight avec le code promo TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Ça, c'est en description. Et puis nous, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.